Nous sommes en 2018. Ça y est, les youtubeurs francophones sont véritablement des célébrités. Les têtes d'affiche de YouTube n'ont pas tellement bougé. On y retrouve Cyprien et Squeezie et même Norman, malgré les scandales qui ont suivi Balance ton youtubeur. Il est désormais clair que les créateurs de contenu sont partis pour rester. Mieux, le domaine de l'influence qui semblait avoir atteint son âge d'or continue de croître. Les marques investissent toujours plus d'argent permettant aux vidéastes de réaliser des projets toujours plus fous. Mais derrière cette réussite de façade, les premières fissures commencent à apparaître. Épuisement, scandale, burn-out et starification à outrance. Sans le savoir, nous assistons peut-être au début de la fin des youtubeurs. Pour en avoir le cœur net, j'ai de nouveau compilé des heures d'archives de vidéos des 5 dernières années et j'ai lu tous les livres et toutes les études qui existent sur le sujet. Je suis aussi allé interroger 8 créateurs, une experte du domaine et 5 d'entre vous pour avoir votre point de vue un peu plus extérieur. C'est donc parti pour ce dernier chapitre de la vérité derrière l'histoire des youtubeurs. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. La première tendance qui inonde la plateforme à partir de 2018 et qui continue encore aujourd'hui de dominer YouTube, c'est ce qui a été appelé le Fit and Fun. Comme son nom l'indique, ce sont les contenus de divertissement qui vont réunir plusieurs vidéastes. Le meilleur exemple du phénomène, et sûrement un des plus gros raz-de-marée de l'histoire de YouTube francophone, est McFly et Carlito. En 2017, après avoir connu quelques succès sur la chaîne Golden Moustache, ils se lancent en solo sur leur propre chaîne YouTube. Ils mettent alors en place un rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches matins avec leur communauté. Ce n'est pas la première fois qu'une chaîne met en place un rendez-vous de ce type. Hugo Posey avait par exemple son Vendredi des Vrais qui sortait tous les vendredis. Ce qui fait le succès du duo dans un premier temps, ce sont les concepts très forts. On appelle des gens au hasard dans notre téléphone, le meilleur jeu en voiture ou encore le concours d'anecdotes. Chaque vidéo repose sur une mécanique très forte et est le plus souvent soutenue par la présence d'une célébrité d'internet. En effet, c'est assez rare pour le souligner, mais McFly et Carlito étaient salariés de Webedia où ils avaient également leur studio de tournage. Cela leur offre la possibilité de partager des vidéos avec Squeezie qui réalise son contenu juste à côté, mais aussi de profiter de leur connexion dans le milieu pour inviter Amixem, Natou, Seb ou même Big Flo et Oli. En décembre 2018, ils fêtent leurs 4 millions d'abonnés, avec ce qui est sûrement une des plus grosses croissances de l'histoire de YouTube. Mais leur influence est mesurable bien au-delà des chiffres. Si la tendance du Fit and Fun existait avant l'explosion de leur chaîne, comme en témoigne le succès d'un Pierre Cross par exemple, elle devient quasiment la norme. Les collaborations entre créateurs autour de mini-jeux et de concepts forts va se multiplier, notamment grâce aux différents groupes qui existent. Les talents de Webedia, mais aussi la Redbox, puis le Lot, Maison Grise ou encore les Croutons. Dans la partie précédente, on avait analysé la force des chaînes communautaires à travers le succès de Studio Bagel ou Golden Moustache, puis le Whoop. Désormais, la plupart des créateurs se réunissent certes sous une même bannière, mais sans pour autant se restreindre à une chaîne commune. L'idée est plutôt de garder son indépendance tout en cultivant une forme de synergie, mais également de s'éloigner des vidéos scriptées. Le Studio Bagel et Golden Moustache proposaient même des fictions, et le Whoop avait des sketchs assez nettes écrites. Désormais, un dispositif qui se veut plus authentique et privilégié avec une place importante pour l'improvisation. Du salaire des fonctionnaires et d'une augmentation qui n'est pas sans laisser au hasard de la tribune. Enfin bon, bref, je sais plus trop ce que je voulais dire. Je suis allé à la pistache. Ah non, j'ai plus rien. J'ai rien dans cette info, mais la voix. Cette croissance de popularité exceptionnelle, elle est soutenue par l'arrivée du grand public sur YouTube. En 2018, la plateforme n'est définitivement plus réservée aux geeks ni aux jeunes. Les créateurs francophones cumulaient 69 milliards de vues sur l'année, enregistrant une hausse considérable de 32%. Aujourd'hui, c'est encore plus fou puisque 41 millions de Français utilisent la plateforme chaque mois, donc plus de la moitié de la population. Les youtubeurs offrent alors pour la plupart le type de contenu qui plaît le plus au grand public, le divertissement. Le divertissement sur YouTube a plusieurs vertus. Déjà, il permet de s'extraire d'une niche. Quand Squeezie et Amixem arrêtent le gaming ou quand YouTunes devient Joyka et arrête la musique, c'est pour réussir à casser un plafond de verre. Contrairement aux podcasts qui entraient déjà dans cette typologie de divertissement, les autres catégories rencontrent certes un franc succès sur YouTube, mais sont limitées en taille d'audience. Le 20 février 2019, Squeezie annonce arrêter les jeux vidéo sur sa chaîne principale et moins de 6 mois plus tard, il dépasse enfin Cyprien pour devenir le youtubeur français avec le plus d'abonnés. Cela faisait suite à un virage vers le divertissement depuis de nombreuses années. D'autres chaînes, à l'image du Joueur du Grenier, préfèrent au contraire rester dans leur niche. Cependant,
elles acceptent l'idée de stagner et de ne plus pouvoir croître à partir d'un certain point. Un phénomène que Fuse, qui a commencé sur YouTube avec Minecraft et cumulant plusieurs millions d'abonnés, a remarqué. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de Minecraft, il y a encore plein d'autres choses à faire, mais c'est vrai que ça fait quand même une sacrée contrainte et c'est plus devenu à la fin un délire de performance, de se dire bon bah voilà, tu vois, je suis au top de ma niche, je suis au top de ce que je fais sur Minecraft. C'était plus très motivant d'essayer de développer ça parce qu'en fait j'avais l'impression que j'avais atteint un plafond de verre en France sur ce que je pouvais faire sur Minecraft. Si tu cumules ça au fait que Minecraft est un peu en perte de vitesse pour plein de raisons diverses et variées, tu vois, les gens se lassent. C'est un jeu qui est quand même assez cyclique, les gens y reviennent par nostalgie, puis ensuite voilà, c'est des périodes de 4 ans on va dire. J'avais envie, et puis même en vrai c'est une volonté que j'ai depuis des années, c'est de faire du contenu un peu plus général, parce que ça permet plus de liberté, ça permet de faire plus de choses. Et ouais, en fait sinon j'avais l'impression de rester un peu bloqué quoi. Le divertissement permet donc aux créateurs d'aller toucher une cible plus large pour s'assurer une croissance. Mais du côté de l'audience, comment expliquer le succès de cette mode du fit and fun? De nombreux chercheurs se sont penchés sur ce qui expliquerait l'attrait humain pour le divertissement. Il y a des explications neurologiques, puisqu'en effet des doses de dopamine peuvent être relâchées en présence d'un contenu qui nous stimule positivement. Dans le cas de McFly et Carlito et même d'autres youtubeurs, je trouve que la théorie du mood management du professeur de psychologie Dolph Zillman peut être pertinente. La théorie est assez simple. Elle stipule que l'être humain va, consciemment ou non, être à la recherche de contenu médiatique affectant positivement son état affectif. On serait donc dans une démarche hédonique, à savoir motivé par la recherche du plaisir. Zillman relève alors 4 critères qui permettraient à un contenu médiatique de participer à ce mood management et d'être un divertissement efficace. Le premier est le potentiel excitateur, à savoir la capacité qu'ont certains médias à augmenter notre excitation, comme des films d'action par exemple. Là-dessus, les vidéastes de divertissement l'ont bien compris, et en particulier McFly et Carlito. Parfois accusés d'être même surexcités, leurs vidéos sont des concentrés de stimulus et bouillonnent. Le deuxième facteur est le potentiel d'absorption, à savoir la capacité du média, en l'occurrence du créateur, à capter l'attention et à supprimer toute élaboration cognitive qui pourrait être négative. Les contenus du duo ne laissent aucune respiration et reposent souvent sur des sujets assez triviaux, ne nécessitant aucune réflexion particulière. En troisième, on a l'affinité sémantique. Donc le média ne doit pas parler de l'état affectif négatif. Et le dernier critère est la valence hédonique du contenu, à savoir le ton généralement positif ou négatif du média en question. Les vidéos de McFly et Carlito sont extrêmement positives et reposent sur la bonne humeur. On voit donc que le divertissement, au-delà de répondre à un impératif stratégique pour les youtubeurs, permet de combler psychologiquement le public qui souhaite se changer les idées. Le dimanche matin est alors un créneau parfait, celui du lendemain de soirée, de la veille de reprise. Il est le moment où on veut se vider la tête et penser à autre chose, en somme, être diverti. Les youtubeurs l'ont bien compris et s'engouffrent dans cette brèche avec un contenu survitaminé et extrêmement accessible. Et vas-y, je te passe quelqu'un d'autre et je reviens après. Ouais, allô Alex? Ok. Oui, c'est qui? C'est Yvick, ça va? Bah t'es con. Oui! Si la période récente de YouTube a été marquée par l'avènement de McFly et Carlito et de la mode du fit and fun, une autre youtubeuse a complètement renversé le game, Lena Situation. Techniquement, Lena a commencé ses vidéos bien avant la période qui nous intéresse. Dès 2015, elle partageait ses outfits et plus généralement un contenu lifestyle sur YouTube. En 2017, elle se lance dans les vlogs d'août, une série de vidéos quotidiennes qui relatent sa vie durant l'été. Son ton, son montage et la présence de plusieurs autres créateurs déjà assez connus font mouche, le concept gagne en audience année après année. Elle arrive à s'appuyer sur le succès encore relativement présent du format des vlogs dont on a parlé, mais en prenant légèrement le contre-pied. Déjà, ces vlogs sont publiés l'été, dans une période réputée pour être assez calme sur YouTube, contrairement aux autres créatrices qui ont l'habitude de concentrer leurs efforts sur décembre en raison de meilleurs revenus publicitaires. Elle accapare alors l'attention de sa cible sur tout le mois. On peut le dire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier vlog d'août. Ravi de vous revoir. Si vous venez d'arriver sur les vlogs d'août, bienvenue, enchanté. Bonjour. Salut. Je suis vraiment en face d'une banque. En général, Lena va apparaître comme l'anti-influenceuse beauté. Elle n'hésite pas à se montrer dans des moments de déprime ou durant des journées où elle décide de ne rien faire chez elle. Elle met encore plus en scène sa normalité, renforçant le côté infraordinaire propre aux créateurs de contenu. Et alors que la plupart des youtubeuses beauté ont du mal à se renouveler dans leur contenu ou paraissent inaccessibles pour leur audience dans leurs vlogs, Lena propose tout l'inverse. Le même âge, les mêmes préoccupations et comme je l'ai dit, la promesse d'une relation transparasociale très forte. J'aime beaucoup sa spontanéité
sa personnalité et vraiment ce truc de le côté naturel de la personne et son côté mode aussi, de si elle était plus ou moins naturelle. C'est juste que son contenu, je le trouvais très naturel et j'avais vraiment l'impression d'être avec elle, entre gros guillemets. Surtout avec les vlogs d'août où t'es vraiment avec la personne, avec ce qu'elle fait, ou quand elle fait rien, on est vraiment projeté là-dedans. Ouais. C'est vrai que je me disais, putain, elle habite à Paris, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'elle prend le métro, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire des escape games, elle fait sa vie, quoi. Enfin, elle arrive à vivre, alors que moi, j'étais bloqué chez moi. Il y avait ce truc-là aussi, de vivre par rapport à elle à l'époque. Cependant, s'il existe de nombreux facteurs d'analyse pertinents pour comprendre le succès de Lena Situation sur YouTube, j'aimerais m'attarder sur celui de la sérialité. Dès 2013, la chercheuse Ruth Page proposait d'élargir la notion de sérialité, d'habitude appliquée aux livres, au cinéma ou à la télévision, à YouTube et aux réseaux sociaux. Elle souligne que sur Internet et les réseaux sociaux, la sérialité peut prendre son sens dans la réception qui en est faite par l'audience ou sa production par les créateurs. Mais surtout que la sérialité ne signifie pas forcément narration et un développement avec un schéma narratif traditionnel. Lena a toujours comparé ses vlogs d'août à Friends. Au-delà de se raccrocher à une référence de pop culture, ça lui permet de mettre en scène la dimension sérielle des vidéos. Elle traite ses proches comme des personnages, à qui il arrive des péripéties, qui viennent et repartent d'un épisode à l'autre. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, pendant un mois, pendant les vlogs d'août, en fait, on s'évade un peu avec elle de notre quotidien, parce que elle nous emmène avec elle quand elle fait des voyages ou quand elle est avec ses amis. Et des fois, il y a même des vlogs où il se passe rien. Elle raconte un peu sa vie et on peut s'identifier à elle parce que peut-être au même moment où un peu avant, on peut avoir vécu un peu les mêmes choses ou avoir les mêmes doutes. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est que je me reconnais vraiment en elle et que elle me permet de m'évader vraiment un peu de mon quotidien à la fin de la journée. Je sais qu'il y a le vlog, etc. Ça crée un peu un espèce de rituel entre le créateur et son public. Tous les soirs, j'aurai un vlog de Lena avec tous ses amis, etc. Un peu comme une série, en fait. En plus des personnages symptomatiques d'une sitcom, il y a l'autonomie de chaque vlog. Chaque vlog commence par le début de la journée, avec le plus souvent une prise de vue au réveil, et se termine logiquement par sa fin, donc le coucher. Cela offre un storytelling individuel pour toutes les vidéos, tout en les inscrivant dans une histoire plus globale sur le mois entier. Lorsqu'elle passe une journée à Disneyland, dans le vlog du lendemain, elle se réveille dans un hôtel du parc. Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir vu la vidéo de la veille pour comprendre, puisque Lena offre le plus souvent une forme de petit récap chaque matin. Pour autant, il lui arrive aussi de mettre directement en avant cette sérialité et surtout la linéarité des vlogs d'août. Par exemple, dans celui du 30 août de cette année, elle rappelle qu'ils sont conçus pour être regardés à la suite dans l'ordre. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Et si vous demandez où nous sommes, c'est très simple, toujours au perché sur notre grue. Pour ceux qui n'ont pas regardé le vlog d'hier, déjà la honte, mais franchement, la honte. Les vlogs, ça se regarde dans l'ordre, ok? Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds chemin là. Tu perds. Non mais au début, ils étaient concentrés, hop là, vlog 1, 2, là vous les regardez dans le désordre, je suis pas contente, ok? On voit donc bien qu'il y a une forme de chronologie, bien que facultative, qui se forme et qui est extrêmement plaisante pour l'audience. Ce séquençage est particulièrement pertinent dans un contexte où l'algorithme de YouTube est de plus en plus présent et la fidélisation de l'audience extrêmement difficile. Or, on le voit sur les vlogs d'août, Lena Situation parvient à maintenir un niveau de vue assez stable, démontrant l'efficacité de cette sérialité pour conserver son audience dans la durée. C'est simple, c'est une véritable sitcom. Sur les 6 critères pour définir une sitcom du magazine Backstage, les vlogs d'août en cochent 6. Court, sérialisé, cohérent, relatable, drôle et distinctif. Il y a même un générique qui résume la saison. Bref, Lena Situation est probablement la première youtubeuse française à avoir créé une sitcom non fictionnelle de grande ampleur sur la plateforme. Mais son influence ne s'arrête pas là. En construisant un personnage authentique, proche de ses abonnés, mais aussi une figure de girl boss, elle a participé aux profonds changements qui ont touché les youtubeurs et sur lesquels nous reviendrons. La dernière tendance majeure que YouTube a connue, et probablement la plus récente, est celle du storytelling. En effet, depuis plusieurs années, la consommation de la plateforme ainsi que son audience a changé. Dans la première vidéo, couvrant la période pré-2014, j'expliquais que YouTube était principalement visité via le site web sur un ordinateur. Puis, entre 2014 et 2018, le téléphone a pris le relais, avec l'application qui s'est imposée comme le principal canal de trafic. Désormais, si le téléphone reste premier, la télévision a également pris en importance. Les youtubeurs s'écoutent comme un fond sonore, et c'est même peut-être ce que vous êtes actuellement en train de faire avec cette vidéo. Pour accompagner cette nouvelle pratique et prenant dans un sens la succession des vidéos de vulgarisation, le storytelling est arrivé. Ce dont on va parler maintenant, c'est comment tous les acteurs de notre petite vidéo ont collectivement pété un plomb quand ils ont réalisé qu'ils avaient la licence la plus rentable du monde entre les mains.
Et ça a évidemment commencé avec une magouille de Bobby Kotick. Et donc c'est, je pense, le bon moment de vous raconter l'histoire de Spark Unlimited. Quand je parle de vidéo storytelling, je fais référence à toutes les vidéos dont le principal attrait est de raconter une histoire. Ça peut être une histoire vraie improbable, l'histoire d'une célébrité, ou une histoire d'horreur fictive. Les traits d'horreur de Squeezie, les vidéos de Seb, Gaspard G ou The Great Review rentrent dans cette appellation. C'est un type de vidéo qui existe bien avant 2018. Dès 2014, la chaîne de Paul proposait de raconter les origines d'œuvres et de personnalités de la pop culture dans un ton similaire à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Cependant, le genre a vraiment connu un essor à la sortie du confinement. Le contenu offre la possibilité aux viewers d'avoir une écoute beaucoup plus passive où il va se laisser porter par un contenu qui ne demande souvent pas spécialement de réflexion tout en conservant une dimension informationnelle. Ça a un nom en anglais, c'est la Lean Back Experience. Le vieillissement général des utilisateurs de YouTube participe aussi à ce renouveau qui emprunte largement les codes aux documentaires télévisuels, voire même aux podcasts de chaînes de radio mainstream. Je me suis lancé dans ce type de format parce que j'ai vu que les gens aimaient bien quand je racontais et moi j'aime bien aussi raconter les choses. J'ai toujours adoré Faites entrer l'accusé, j'ai toujours adoré écouter des histoires comme ça, même pour m'endormir, même si ça paraît pas être le top des vidéos pour s'endormir, mais en réalité, le fait d'avoir une voix posée qui raconte une histoire, etc., que je ne connais pas ou que je connais, et là c'est encore mieux. Je suis content de pas avoir lâché parce que j'ai eu des moments très difficiles où je gagnais pas du tout d'argent. Et c'est de ça, je pense, que je suis le plus fier. Le succès, peut-être, je dirais, c'est d'avoir pris au sérieux des sujets, de la pop culture qui étaient justement pas trop pris au sérieux, on va dire, pris très en surface ou de manière très geek. Là, j'ai eu envie de m'atteler à des personnalités très du milieu de la pop culture, en leur donnant vraiment quelque chose, une écriture sérieuse, un traitement sérieux, et je crois que c'est ce qui a plu, je crois. Je pense que mon point fort, c'est les recherches. C'est vraiment d'arriver à trouver des informations vraiment très creusées. Tu vois, par exemple, pour arriver à raconter une scène, un moment un petit peu avec une action ou quelque chose de très précis, il faut vraiment arriver à trouver plein de sources qui se croisent pour vraiment que tu finisses par avoir une idée assez précise de ce qui s'est passé, avec même des détails à la con, du style la déco, tu vois. Tout ce genre de détails permet de mettre un peu plus dans le truc. C'est peut-être ça qui a plu. Cette tendance rejoint le concept du paradigme de la narration développé par Walter Fisher. En 1984, l'universitaire américain suggère que chaque humain est narrateur naturel et que toute communication significative se fait par le biais de récits ou comptes rendus d'événements. Pour lui, nous percevons le monde comme un ensemble d'histoires. Lorsqu'on raconte une anecdote ou qu'on tente d'expliquer, nous le faisons par ce biais. Même ce documentaire entre évidemment dans le prisme narratif. En proposant des condensés de narration, les youtubeurs remplissent parfaitement les attentes du cerveau humain et de sa perception du monde. Mais pour moi, la clé de ces contenus tient surtout dans des petits moments imperceptibles à l'œil nu. Une étude australienne s'est penchée sur l'impact du storytelling dans le succès ou non des vidéos scientifiques sur YouTube. Alors techniquement, ça concerne uniquement les vidéos de vulgarisation scientifique, mais je considère que les résultats peuvent s'étendre aux vidéos éducatives comme les miennes, mais également les vidéos dites de storytelling qui racontent une histoire. Bref, l'étude conclut que la narration joue un rôle majeur dans la popularité des vidéos et en particulier un élément nommé the Moments of Change. Il s'agit des moments de bascule, de changement radical dans la vidéo, voire de bouleversement. Quelque chose qui va venir briser la continuité narrative, un peu comme l'élément déclencheur d'un film. Sauf qu'ici, les Moments of Change vont apparaître régulièrement dans les vidéos. Pour vous donner un exemple typique, c'est toutes les fois où Seb raconte une histoire et dit « ça aurait pu s'arrêter là, mais le pire était à venir ». Ou un truc du genre. Et je m'étais même amusé à compter en moyenne combien Seb utilisait de Moments of Change par vidéo et surtout à quel passage ils étaient placés. En moyenne, il y a un peu moins d'une dizaine de Moments of Change, même si, vous vous en doutez, ça varie pas mal selon la durée de la vidéo. Par exemple, pour l'histoire folle d'Amy Winehouse, j'en ai compté 7 en tout, et dont la plupart sont placés après le milieu du contenu. C'est important parce qu'elle va grandir dans un cadre où la musique est omniprésente, étant donné que son père il est fan de jazz. Et naturellement, c'est comme ça qu'elle va commencer à chanter pour la première fois, s'intéresser à la guitare, etc. Sauf que, premier problème, à l'âge de 9 ans, ses parents vont divorcer. Ils vont donc permettre de pousser le spectateur à rester attentif à une période cruciale où la plupart d'entre vous décrochent. À cela, il faut ajouter ce que j'appelle personnellement des moments transparasociaux, à savoir des passages où le youtubeur va créer et entretenir une forme de connivence avec son public. Ce sont les courts instants où il donne son avis personnel ou partage une anecdote qui permettent d'ancrer leur personnalité en plus du récit. Ces derniers mots sont « Toutes les choses du monde sont changeantes. Elles sont éphémères. Travaillez avec diligence pour gagner votre libération. » On dirait un petit peu que toutes les personnes connues ont des dernières phrases un peu qui claquent quand même.
Donc je sais pas s'il le taffe avant, voilà, s'il faut préparer un peu sa phrase qui claque quand t'es connu. Cependant, cette tendance n'est pas arrivée sans problématique. Certains sont accusés de plagier des enquêtes, voire des histoires déjà existantes, ou même carrément de simplement recopier des fiches Wikipédia. Et puis, la question du nombre d'histoires globales à raconter se pose déjà, lorsqu'on voit que des créateurs différents sortent parfois une vidéo similaire sur un même sujet. C'est marrant d'ailleurs ce nom, storytelling, je trouve. Cette catégorie de vidéos, nous on a commencé un peu avant la grosse vague. Et nous c'était juste parce qu'on avait vu une ou deux histoires qu'on s'est dit putain on aimerait bien les raconter. Et ensuite on est tombé sur des histoires mais qui étaient déjà vachement racontées, vachement documentées, tu vois. Et il y a eu une question de comment on fait? Est-ce qu'on reprend le travail peut-être d'un seul journaliste parfois, tu vois, ça peut arriver que ce soit une seule personne qui a travaillé sur un sujet. Comment on fait pour déjà faire comprendre aux gens que la recherche principal, c'est pas notre travail. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce format de storytelling sur ce point-là. Qu'est-ce que tu t'appropries et qu'est-ce que tu racontes et à quel point tu recoupes d'autres sources pour apporter d'autres choses. Les sujets sont pas illimités, les bonnes histoires, elles sont pas illimitées, elles sont dures à trouver. Évidemment que là, avec la quantité de gens qui s'y sont mis, tu vois, là, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a eu une vague. Et en vrai, c'est cool, il y a des gens qui sont sortis du lot, qui ont réussi à faire leur truc, mais effectivement, le nombre de sujets, il est pas illimité et à quel point tu arriveras déjà à prolonger ça. Nous, c'est un truc sur lequel on essaye de se détacher aussi, tu vois, la dernière vidéo qu'on vient de faire, c'est sur les croix de pharmacie, un sujet improbable. Je pense pas que ce format meurt, tu vois, dans le sens où c'est pas comme je mange bleu pendant 30 jours. Si la trend c'est de faire ça, écoute, je trouve que c'est quand même assez agréable et un très bon point pour YouTube, tu vois, sur la création sur YouTube, mine de rien. Par exemple, dans les commentaires de la dernière vidéo de Sylvain sur le hack d'une centrale nucléaire, Micode a mis un message qui laisse sous-entendre qu'il avait également prévu d'aborder ce sujet. Cela montre bien la limite de ce format. La période après 2018 marque surtout la fin de nombreuses tendances. En premier lieu, les youtubeuses beauté. Enjoy Phoenix, Sananas et les autres créatrices qui ont fait les belles heures du début de la plateforme se reconvertissent dans le lifestyle, les vlogs ou sur Instagram. Les vues baissent pour la première fois, car elles doivent en plus faire face à des youtubeuses comme Marion Caméléon qui arrivent avec des compétences en maquillage extrêmement poussées. Elles sont également dirigées vers la sortie par des créatrices comme Lena Situation qui disrupte le milieu par sa franchise et son authenticité perçue. En ce moment, je me retrouve pas en fait dans cette communauté beauté. Je ne prends pas réellement autant de plaisir qu'avant à parler que de beauté. J'ai envie en fait de pouvoir parler d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses dans la vie qui m'animent que le make-up. Mais les vidéastes beauté sont loin d'être les seuls à connaître un essoufflement de leur audience. Les youtubeurs gaming traditionnels comme les créateurs Minecraft voient petit à petit leur audience s'effriter. Les Sifano, Frigiel ne réunissent plus les foules à chaque vidéo sur le jeu et il en est de même pour les vidéastes sur Call of Duty ou même FIFA. J'ai fait le tour. Bon, le tour, je pense que je l'ai déjà fait il y a 2-3 ans, j'ai déjà fini le tour. Hein. Je suis un peu en pilote automatique. Ça me plaît toujours, hein. Je m'amuse toujours. Mais pas comme avant, clairement. C'est aussi, je grandis, c'est peut-être pour ça. Je viens de passer la barre des 30 ans. Même le podcast tourne en rond. Norman, en plus des accusations qui pèsent sur lui dès 2018, est souvent critiqué et pointé du doigt pour son incapacité à se renouveler et sortir de la formule traditionnelle. Cyprien, de son côté, tente tant bien que mal de proposer du neuf tout en gardant son format original avec plus de réussite, mais subit malgré tout une stagnation, voire une baisse de popularité. L'humour tel que les podcasts a un peu plus de mal à évoluer, sauf pour des mecs comme Cyprien ou éventuellement Mister V. Voilà, ils sont vraiment connus pour ça, c'est vraiment les meilleurs dans ce domaine-là. Mais la réalité, c'est que pour les podcasteurs, encore une fois, je déteste ce mot, mais on va dire de seconde zone, ça marche moins bien, ça c'est sûr et certain. Et puis moi, j'avais pas envie de m'enfermer dans ce truc-là, j'ai envie de tester de nouvelles choses. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de changer. J'ai du mal à écrire pour les podcasts, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Et du coup, je me retrouve à faire des vidéos qui me plaisent. Je tente des nouvelles choses, j'essaye de nouvelles choses, toujours en restant un petit peu dans l'humour. C'est la première fois que je fais autre chose sur ma chaîne. Pour moi, en ce qui me concerne, les Ta 5 minutes et moi, mais surtout les moi, sont mes vidéos préférées de ma chaîne. Voilà, celles que j'ai préféré écrire, mais pourtant c'est ce qui a le moins bien marché. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, on fait avec. Et c'est le cycle de chaque média d'avoir des tendances qui apparaissent et qui donc disparaissent. Le cas actuel de YouTube est alors particulièrement intéressant, parce qu'au-delà de voir certains types de créateurs faire moins d'audience, on voit de moins en moins de modes se démarquer. Si auparavant, les youtubeuses beauté, les vulgarisateurs, les gamers, ceux qui faisaient du podcast ou les youtubeurs fitness étaient faciles à distinguer,
Depuis 5 ans, on assiste à une homogénéisation du contenu. Avec les années et les centaines de vidéos produites, les vidéastes ont réussi à optimiser au maximum leur création. Désormais accompagnés par des monteurs professionnels, des assistants de production, des cadreurs, voire même des rédacteurs, la personnalité et la patte des youtubeurs se diluent dans un contenu toujours plus formaté, conçu pour plaire à un grand public. En réalité, elle est là, la tendance principale, celle qui semble tout engloutir sur son passage. Cette vidéo est autoproduite, je l'ai écrite, tournée, montée sans financement. Si jamais vous voulez m'aider, le meilleur moyen c'est simplement de s'abonner, de partager, et si vous partagez et que vous mentionnez sur les réseaux sociaux, vous aurez même accès à un bonus exclusif. On en reparle en fin de vidéo. La vraie mode récente de YouTube ne tient pas tant dans son type de contenu que dans ses moyens de production. Si l'arrivée des youtubeurs à Webedia avait permis aux vidéastes de proposer des projets plus ambitieux, c'est bien leur prise en indépendance qui va faire exploser les moyens alloués à chaque vidéo. En août 2020, Squeezie quitte Webedia et crée sa propre agence de communication baptisée Bump. À l'origine de ce départ, plusieurs désaccords sur la vision du milieu. Squeezie s'était en particulier exprimé publiquement contre le lancement de la chaîne Twitch Le Live, initié par l'entreprise et qui avait été un fiasco total. Il dénonçait l'implication de personnes ne comprenant rien à Internet. En off, il se dit aussi que les contrats proposés par Webedia n'étaient pas du goût de tout le monde et que de nombreux créateurs se sont sentis floués sur les pourcentages touchés à chaque partenariat. Avec lui, Squeezie embarquera de nombreux créateurs qui faisaient la gloire du géant de l'influence, y compris McFly et Carlito. En plus des agences indépendantes qui voient le jour, les plus gros créateurs vont pouvoir créer ou s'associer avec des boîtes de production qui vont gérer les tournages de leurs vidéos. Squeezie crée Unfold, Mastu collabore parfois avec Detterprod et il y en a plein d'autres, souvent indépendants. Car désormais, la mode est aux vidéos ambitieuses, avec plusieurs caméras, des figurants et un montage millimétré. C'est difficile d'en tracer l'origine avec exactitude, mais déjà en 2018, Squeezie sortait une vidéo le plus gros cache-cache de France, avec Carlito, Maxence et Léopold. On retrouve cette idée du plus gros avec le superlatif dans le titre, mais également le dispositif qui suit plusieurs youtubeurs en même temps. Mais je pense que le vrai tournant de cette tendance en France, c'est la vidéo qui fera le meilleur hit de l'été, publiée le 5 juin 2019. Encore une fois, on retrouve les collaborations entre plusieurs créateurs, de nombreux cadreurs, le montage encore plus poussé, et la vidéo dure en tout 1 heure, là où le cache-cache était condensé en 20 minutes. La fin du concours de hits parachève cette hausse de la production avec la présence de Gims, star de la chanson française, pour juger les musiques. Des projets qui auraient été complètement inimaginables quelques années en arrière. Pendant 3 jours, on va chacun être dans notre studio et on va devoir faire un hit de l'été. Non. Ah, t'étais pas au courant? Si, je l'étais. Ah non, mais on y a cru ou pas? Non, mais lui, il est fort en comédie, quoi. Un hit de l'été, c'est quoi? C'est un son cool à entendre, qui est un peu dansant, etc. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous avez le choix, vous pouvez faire le genre musical que vous voulez. Et vous avez 3 jours pour ça. Ce changement s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, l'explosion du budget dédié à l'influence pour les marques. Aujourd'hui, un créateur comme Amixem peut prendre entre 70 000 et 100 000 euros pour un placement de produit dans une vidéo. De quoi vivre très confortablement, mais surtout de quoi investir dans des projets toujours plus ambitieux. Les hyperproductions sont donc devenues quasi monnaie courante sur YouTube. Les youtubeurs ont alors petit à petit dévoilé une autre facette, celle du chef d'entreprise. Une caractéristique qui commençait à apparaître avant 2018 avec des figures comme Poisson Fécond qui se revendiquaient de l'entrepreneuriat, mais ça s'est petit à petit élargi. Dans un article sur l'identité des youtubeurs, Laurence Allard parle d'égo-entrepreneuriat, à savoir le fait que le travail des créateurs et créatrices consiste avant tout à être soi-même. C'est d'abord par leur personnalité que les vidéastes se distinguent. Mais cette célébrité acquise par la seule force de leur identité est souvent remise en question. Dans une société comme la nôtre où la notion de méritocratie demeure centrale, les influenceurs sont en quête de légitimité. Une légitimité vis-à-vis des autres youtubeurs populaires, mais aussi vis-à-vis des médias traditionnels ou du grand public qui les a toujours vus comme des amuseurs dans leur chambre. En mettant en scène leur fibre entrepreneuriale, la dimension de gestion d'entreprise et en créant des projets toujours plus grands pour leurs vidéos, les créateurs de contenu vont chercher et obtenir cette légitimité. Squeezie a enfin une couverture dans des journaux reconnus comme Le Monde, Amixem est vu comme un véritable patron et Lena Situation est louée pour ses qualités de businesswoman. Je pense qu'elle a réussi à ne pas se contenter d'être une créatrice de contenu. Elle a voulu apporter le fait qu'elle soit aussi auteure, mais aussi entrepreneur avec sa marque Hôtel Mafouf. Pour moi, c'est un modèle d'entrepreneuriat. Elle a mis une image de soloprenariat, de femme indépendante avec son côté féministe. Elle a réussi à amener les gens à
à s'identifier à elle. Et en même temps, elle a réussi à attirer des marques parce que les marques ont été attirées par elle par rapport à sa grosse communauté qui est plutôt fidèle. Et en même temps, elle a été reconnue parmi les personnes les plus influentes de moins de 30 ans. Donc, ce qui veut dire que à la fois, elle évolue en tant qu'entrepreneur avec son business model et en même temps, elle arrive à fidéliser sa communauté. La hausse des moyens de production permet de satisfaire un public plus large et de toucher une audience de masse en créant l'événement avec des codes extrêmement accessibles, bien loin des références geeks un peu plus obscures des premières années. Mais cette hausse offre aussi la possibilité aux youtubeurs d'enfin acquérir la reconnaissance qu'ils recherchent tant depuis les débuts de YouTube. Un article de Rouf Deller et Catherine Murphy sur la représentation des youtubeurs dans les médias mainstream est clair sur le sujet. Leur étude souligne que les médias traditionnels ont tendance à traiter les créateurs de contenu comme étant frauduleux, inauthentiques, opportunistes, sans talent et gagnant de l'argent en ne faisant rien. Ce traitement médiatique est donc associé à une forme de délégitimisation des youtubeurs qui adoptent consciemment ou non, différentes stratégies pour y faire face. Avec ces vidéos extrêmement produites, la valeur de leur travail devient plus tangible, visible et admise. On a un peu de temps, c'est l'été, les beaux jours arrivent, je trouve que c'est bien qu'on se pose un petit peu. Je pense que même l'actrice, elle est déstabilisée, elle a oublié ce qu'elle était venue chercher. Ouais, elle a déjà non mais en fait je veux ça. Je veux ça. Arrêtez de parler, monsieur. Vous comprenez rien, ça me rend ouf. Je te jure, elle se demande qui est l'acteur des deux là. L'ego entrepreneuriat laisse petit à petit la place à l'entrepreneuriat tout court. Ce qui n'est pas également sans amener son lot de complications. Déjà, il y a un risque de diluer la personnalité du créateur de contenu. Si désormais chaque youtubeur possède un monteur, un cadreur, un chargé de production, un graphiste pour la miniature, des invités, voire même une personne qui lui écrit ses scripts et ses concepts, que reste-t-il du vidéaste? On assiste à une forme de bateau de Thésée. Vous savez, cette idée selon laquelle si on remplace une par une toutes les planches et tous les attributs du bateau de Thésée, à partir de quand celui-ci n'est simplement plus son bateau original? Si un youtubeur ne s'implique plus à ce point personnellement dans la création du contenu, alors que c'est la raison qui nous poussait à le regarder, la vidéo que l'on visionne est-elle toujours de lui? Et quelle est sa plus-value? Aussi, la multiplication des vidéos avec plusieurs invités, un dispositif important et une mécanique de jeu forte, s'est accompagné d'une autre critique. Et si YouTube était simplement devenu la télé? Et il est vrai que la question est pertinente. Pour son retour après un moment d'absence sur YouTube, Squeezie a décidé de sortir un samedi soir à 21h sa vidéo de près d'1 heure, il y a quoi derrière la porte, en feat avec Mr V, Eric et Ramsey, avec une production énorme, le tout sponsorisé par Choupa Choups. La question est alors la suivante. Qu'est-ce qui différencie la vidéo de Squeezie d'un prime type vendredi tout est permis sur TF1? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Surtout que cette tendance se vérifie dans le contenu, mais aussi dans la consommation. Comme je l'expliquais à propos du storytelling, désormais le public privilégie les vidéos longues qui permettent le multitâche sur leur téléviseur. On retrouve l'espèce de modèle type cliché de la ménagère qui regarde la télévision pendant qu'elle réalise les tâches domestiques sur lesquelles la télévision s'est construite. D'ailleurs, tout comme les séries télé ou les émissions type Koh-Lanta ou autres, les vidéos YouTube ont tendance à bégayer et se répéter au cas où le spectateur ait raté une information importante. En fait, moi, je suis quelqu'un qui doit faire deux choses en même temps pour pouvoir me concentrer. Donc d'office, je mets une vidéo YouTube ou un podcast ou même de la musique, et en général, c'est une vidéo parce que j'ai besoin d'un visuel pour me concentrer. Et je trouve que ce genre de format, ils sont hyper clairs, hyper faciles à comprendre. On t'a pas forcément à réfléchir, mais c'est quand même hyper amusant, donc ça me distrait un minimum, mais juste assez pour que je puisse travailler en même temps. Donc pour moi, c'est les formats classiques. Et aussi, même s'ils sont en majorité plus de 1 heure, ça me dérange pas parce qu'il suffit juste de couper et je reprends quand je veux, quoi. Donc c'est vraiment pas dérangeant pour moi. YouTube semble alors suivre le cycle de vie naturel de l'évolution d'un média. Dans leurs recherches sur les cycles des nouveaux médias, Sam Lehman-Wilzig et Nava Cohen-Avigdor identifient 6 étapes clés. La naissance technologique, la pénétration, la croissance, la maturité, l'adaptation, puis la convergence ou l'obsolescence. Il est clair que YouTube est pleinement entré dans sa phase de convergence pour éviter de devenir obsolète. En fait, on assiste tout simplement à ce que Marshall McLuhan appelle la remédiation. Pour lui, ainsi que Jay Bolter et David Grusing qui ont travaillé la notion,
un média ne meurt jamais. Il se remédie. Le cinéma et la radio ont réussi à s'adapter à l'arrivée de la télévision. Parce qu'en réalité, chaque nouveau média va venir emprunter des codes à ses prédécesseurs et inversement. Ainsi, désormais on voit que de nombreuses émissions télé se servent des réseaux sociaux pour interagir en temps réel avec leur audience et améliorer l'implication du public. À l'inverse, on a donc vu les youtubeurs emprunter gracieusement aux codes télévisuels afin de mettre sur pied des programmes de divertissement de masse aux ambitions dépassant la niche des internautes. Billy Max et Juicy sont piégés dans ce manoir et une armée de gardes s'est invitée à la fête. À partir de ce QG secret, ils devront, grâce aux caméras de surveillance, s'infiltrer dans le manoir pour accomplir 5 missions. Récupérer l'ordinateur de Ferdy Knight, voler un mémo à la secrétaire, trouver le mot de passe de l'ordinateur, récupérer la clé de la voiture de Ferdy Knight et enfin la mission finale, fuir. Les deux auteurs décrivent le processus en ces termes. Un média s'approprie les techniques, les formes et la signification sociale d'autres médias et tente de rivaliser avec eux ou de les refaçonner au nom du réel. Dans notre culture, un média ne peut jamais fonctionner de manière isolée, car il doit entrer dans des relations de respect et de rivalité avec d'autres médias. Dans un premier temps, YouTube s'est imposé grâce à ce que Bolter et Gruzin appellent une stratégie hyper médiatique, donc en mettant l'accent sur les particularités du média qui fascinent et intéressent parce qu'il est nouveau et différent. La facecam, mais surtout le jump cut, les mèmes et toutes ces spécificités qui différenciaient les YouTubeurs des médias traditionnels et parlaient aux jeunes. Désormais, YouTube et ses créateurs sont installés, se rangent dans la norme et appliquent alors des codes plus traditionnels pour satisfaire une audience moins portée sur l'effet de nouveauté et d'originalité. Pour autant, il serait faux de dire que YouTube est devenu la télévision. Dans son article intitulé Narratologie médiatique et médiagénie des récits, Philippe Marion propose la notion de médiativité. La médiativité correspond à la singularité différentielle d'un média, à ses codes inhérents. Et comme je l'expliquais pour le storytelling, pour moi, YouTube conserve son essence principale, la relation que l'on entretient avec les créateurs de contenu et la facilité de l'interaction avec l'audience. La place centrale offerte au public reste un élément constitutif de la plateforme et des réseaux sociaux et se retrouve parfois même renforcée par ces vidéos extrêmement produites. En effet, ces dernières accueillent souvent des kidams, des abonnés comme participants au mini-jeu. Bienvenue dans le tribunal des abonnés. Premier épisode aujourd'hui avec des très beaux invités. On a Marie juste ici, Louis et le Bouzeux. Aujourd'hui, le concept, il est très simple. Des abonnés vont venir et vont raconter une dinguerie qu'ils ont fait dans leur vie. Ça peut être tout et n'importe quoi, on n'est pas au courant. L'un d'entre nous deviendra son avocat. Bon là, vous l'avez vu, c'est sur le Bouzeux que c'est tombé. De plus, l'incarnant occupe une place toute particulière. Les présentateurs télé ont aussi leur importance. Une émission comme Touche pas à mon poste, par exemple, dépend de Cyril Hanouna, comme en témoignent les scores d'audience de ses remplaçants. Cependant, pour les youtubeurs, ça semble encore plus marqué. Il est peu probable que les histoires de Seb racontées par une autre personne rencontrent le même succès, ni même le concept des imposteurs de Squeezie. C'est une problématique à laquelle Hugo Décrypte est par exemple confronté en essayant de déléguer la couverture de l'actualité à d'autres membres de son équipe sur les réseaux sociaux. C'est drôle car pendant longtemps on pensait que YouTube allait remplacer la télévision. Puis finalement on dit désormais que c'est la télévision qui remplace YouTube. On assiste à une forme d'inversion du discours panique. Et c'est normal, notre système médiatique et même notre cerveau est conçu pour réfléchir en bouleversement. La mort de quelque chose qui s'effondre est la naissance d'un autre phénomène. Mais la réalité est en fait une forme de système d'interconnexion où chaque média se nourrit des codes passés mais les remédie à travers son propre prisme et sa propre médiativité. Je trouve qu'il faut mixer YouTube et la télévision parce que à l'époque la télévision ça a été un boom incroyable et on crachait pas dessus. Au contraire, c'était le seul média qui nous aidait à nous transporter ailleurs que notre quotidien du travail. Donc faut pas cracher dessus. Il y a des choses évidemment à changer, mais comme sur Internet aussi, parce qu'Internet commence à devenir avec les mauvais côtés de la télé. Donc il faut savoir faire un peu les deux. Et le fait d'amener des gens de la télé, ça leur permet aussi d'avoir une vision plus grande du monde de la télévision, parce que comme ça, ils voient ce qui se passe sur YouTube et ils peuvent comprendre en fait que la télé est un peu trop arriérée sur certains points et on peut s'élargir. Et comme YouTube peut aussi prendre des bons côtés de la télé pour pouvoir s'en inspirer aussi, quoi. Par contre, si la hausse des moyens de production a entraîné une vraie problématique dans le milieu, c'est celle du toujours plus. Depuis 4 ans, les youtubeurs semblent pris dans une escalade à celui qui ferait le contenu le plus sensationnel. Joyka organise un jeu de détection de gâteaux réaliste géant, Amixem achète une île privée et organise des concours avec 10 000 € à gagner, pendant que Squeezie privatise la Défense Arena pour faire un cache-cache géant. Cette course au sensationnel trouve souvent son explication dans le premier youtubeur mondial actuellement, MrBeast. Le créateur américain compte aujourd'hui plus de 300 millions d'abonnés, soit 4% de la population
population mondiale. Jimmy Donaldson, de son vrai nom, s'est fait connaître par le biais de vidéos aux dimensions démesurées, notamment celle où il recrée le jeu Squid Game et offre 450 000 € au vainqueur. Sa spécialité est de faire du charity porn, à savoir miser sur le don de grosses sommes d'argent à des gens dans le besoin pour attirer de l'audience. Mais une des grandes forces de MrBeast, ça a été sa capacité à s'exporter à l'international. Si les youtubeurs américains ont toujours réussi à avoir un public mondial grâce à l'anglais, MrBeast en a fait une pierre angulaire de son business en lançant en France par exemple une chaîne dédiée MrBeast en français, pas MXM, une autre sur laquelle toutes ses vidéos sont doublées. Je vais vous montrer à quoi ressemble une expérience à 1,5 million de $. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi la simulation d'un voyage dans l'espace nous a coûté 250 000 $ et pourquoi explorer les profondeurs de nos océans nous a coûté 50 000 $. Il a d'ailleurs sponsorisé une vidéo d'Amixem lui permettant de toucher exactement l'audience qui serait intéressée par son type de contenu. La chaîne française atteint rapidement le 1 million d'abonnés et est même la chaîne YouTube avec la plus forte croissance en France en 2023. Pour la première fois, le grand public francophone, pas forcément adepte des sous-titres et de l'anglais, peut suivre les youtubeurs étrangers. Une pratique renforcée par l'arrivée pour certains créateurs privilégiés de la possibilité de mettre plusieurs pistes audio sur leurs vidéos pour ajouter du doublage. Cela change entièrement le game de YouTube. Auparavant, la plupart des youtubeurs qui avaient tenté de s'exporter s'étaient cassé les dents. Y penser Nota Bene ou le Rire Jaune en France n'avaient pas réussi à convaincre un public malgré les sous-titres ou la création de chaînes spécifiques. Hello everyone and welcome to Nota Bene. History is much more vast than we would like to believe. That's why I launched the Nota Bene channel, because history can be scientific, cultural, social, political, economic, military and many others. La possibilité de garder la même chaîne et de s'adapter aux utilisateurs pourrait tout bouleverser. Désormais, les youtubeurs américains s'adressent au public français, comme en témoigne l'invitation par MrBeast de Mastu, Amine et Amixem dans une de ses vidéos. Les créateurs français vont devoir suivre la tendance des vidéastes francophones, mais également américains, espagnols ou brésiliens. On retrouve alors la promesse initiale de la plateforme, à savoir d'être une ouverture sur le monde. Internet a certes aboli les frontières géographiques, mais le contenu des influenceurs restait malgré tout assez localisé. L'amélioration de l'intelligence artificielle dans le domaine et la hausse des moyens des vidéastes va sûrement définitivement détruire ces barrières, au moins de manière symbolique. D'ailleurs, le youtubeur spécialisé dans le doublage MrFox a réalisé un documentaire qui revient sur les coulisses du doublage de MrBeast et sans succès. Clairement, MrBeast, il aurait pas percé en France s'il n'y avait pas eu ce doublage. Le fait qu'il y ait un doublage fait que les vidéos de MrBeast, on pouvait d'un seul coup les consommer et surtout les consommer comme on consomme des vidéos françaises. Ça nous arrive de lancer une vidéo et puis d'aller faire la vaisselle ou de sortir le téléphone ou de répondre à des potes, etc. Parce que c'est aussi comme ça que se consomme YouTube, même des contenus qui sont pas pensés pour ça. Le doublage français de MrBeast permettait de suivre ça de loin, d'entendre les répliques des participants de la vidéo. Ça rend les vidéos de MrBeast beaucoup plus grand public. Là où des vidéos simplement sous-titrées ne pourraient être visionnées que par des gens qui ont décidé de regarder des vidéos YouTube de manière active en lisant les sous-titres, ou alors que par des gens qui ont un niveau en anglais très élevé, parce que mine de rien, il y a des personnes qui parlent en même temps, il y a de l'argot, il y a des trucs comme ça. Le fait que les vidéos de MrBeast en français soient regardables comme celles de n'importe quel youtubeur français par le public francophone, c'est ça qui a permis à MrBeast d'émerger en France. Parce que sinon, il aurait subi le même sort que tous les autres youtubeurs anglophones, et je pense notamment aux youtubeurs américains, les Logan Paul, les PewDiePie, etc., qui ont une reconnaissance médiatique gigantesque, qui sont des vrais personnages publics aux États-Unis, mais qui en France n'ont jamais eu qu'un public de niche, de gens qui connaissent. Il y a donc une forme de fuite vers l'avant. Pour réussir à s'imposer et obtenir de la légitimité vis-à-vis de leur travail, les youtubeurs vont tenter de faire toujours plus. Et ça correspond à l'idée qu'on s'est toujours faite de la plateforme qui s'est construite sur une forme de croissance infinie. Pendant 10 ans, les créateurs de contenu n'ont cessé de gagner des abonnés, les pertes d'audience étant assez rares et circonscrites à des vidéastes ou des contextes précis. Il est aussi assez peu probable de perdre véritablement des abonnés sur YouTube, même les créateurs qui ne touchent plus leur audience stagne le plus souvent ou recule très légèrement. Cette croyance en une croissance infinie s'applique à la plateforme mais est symptomatique de nos sociétés contemporaines. Pour le philosophe Hartmut Rosa, dont j'avais déjà parlé dans la partie précédente et dont je parle très souvent, notre monde en fin de modernité est dans une logique d'accélération escalatoire qui, pour se maintenir et survivre, doit continuellement reproduire ses structures en appliquant un mode de croissance et d'innovation. Une forme de fuite en avant qui nous pousse à consommer toujours plus
et vouloir toujours plus, ce qui se vérifie sur YouTube. Les individus poursuivent cette logique par l'accumulation sans fin de capital économique, culturel, social et corporel. Un phénomène renforcé par la période de Covid qui a touché le monde entier. Si, à l'échelle du globe, l'économie a plutôt ralenti, sur YouTube, ce fut tout le contraire. Enfermés chez eux, les abonnés étaient bien plus disponibles et les créateurs, qui peuvent logiquement travailler depuis leur maison, ont vu, pour beaucoup, leurs chiffres augmenter drastiquement au moment même où le média YouTube semblait atteindre une forme de plafond de verre. Cette course à l'hyperproduction est une continuité de ce mythe bien tenace de la croissance infinie. Mais, comme je viens de le dire, cela n'en reste pas moins un mythe. Et je suis sûr que maintenant vous connaissez la chanson, tout ce qui monte finit par descendre. Les vidéastes sont en train de l'apprendre, un peu à leurs dépens. Est-ce qu'on se dirige alors vers une course sans fin au gigantisme, ou est-ce qu'à un moment, les créateurs comme les viewers privilégieront la simplicité? Difficile à dire. Bien sûr, les vidéos d'Amixem qui reprendront exactement le même concept que MrBeast feront un peu pitié. Parce que, non pas à cause du talent ou pas de Amixem et de ses équipes, mais simplement parce qu'il y a une différence de moyens. On a beau dire ce n'est pas qu'une question de moyens, si. MrBeast, il peut mettre des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans une vidéo, il peut même les donner directement à des gens, parce que sa chaîne génère tellement d'argent, les sponsors apportent tellement d'argent, ses produits dérivés, ses autres activités, etc. Tout ça génère tellement d'argent que c'est pas un problème pour lui d'investir de telles sommes. Amixem, bien que ce soit un des plus gros youtubeurs de France, pourra jamais mettre autant de moyens dans ses vidéos. Et je pense que, quelle que soit la différence de moyens entre un MrBeast et quelqu'un qui reprend ouvertement ses concepts comme Amixem, le public français aura une tendresse et une empathie pour Amixem qu'ils n'auront pas pour MrBeast. Parce que MrBeast est tellement un mastodonte de YouTube qu'il n'y a plus trop de lien parasocial avec lui. On regarde ça comme on regarderait un programme télé. À l'inverse, Amixem, bien que ce soit un très très gros youtubeur qui bosse avec des gros moyens, des grosses plateformes, etc., il y a encore ce petit lien, cette petite complicité implicite entre Amixem et son public. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'un youtubeur ricain ne pourra jamais construire avec un public français. Moi, j'ai pas envie de perdre cette partie-là de YouTube, donc je pense que je vais me trouver un peu entre les deux, avec des trucs un peu homemade et des trucs où je vais essayer de produire un peu, parce que c'est intéressant et parce que j'ai jamais fait, donc je me demande la direction que ça prend. Et puis, j'ai l'impression aussi, tu vois, tu peux pas, sur YouTube, tu peux pas vivre dans le vide, tu vois. C'est toujours, tu fais les choses en réponse au public. Si le public ne veut pas de contenu artisanal et qu'ils veulent que du produit, bah, malheureusement, c'est la direction que ça prend. Moi, je fais le pari que il y a quand même une demande pour l'artisanal et que dans tous les cas, la barre entre guillemets de rentabilité d'une vidéo artisanale, elle est super basse, tu vois. Donc, même s'il y a que la moitié des gens qui regardent, c'est pas comme si c'était une vidéo sur laquelle tu mets 10, 20 000 euros, comme certains gros créateurs peuvent le faire. Étonnamment, cependant, le premier ralentissement n'est pas venu des youtubeurs, mais de la plateforme en elle-même. Pour la première fois de son histoire, YouTube s'est vu être un peu bousculé par des concurrents. Après avoir écrasé Dailymotion, la plateforme détenue par Google pensait avoir fait le plus dur. Et si, en 2018, la volonté de Facebook de développer l'aspect vidéo du réseau social avait de quoi inquiéter, finalement, cela n'a jamais réussi à perturber YouTube. Par contre, la période du confinement a en effet vu l'explosion de deux autres plateformes de vidéos en ligne, Twitch et TikTok. Les deux services en ligne existaient déjà auparavant, TikTok sous la forme de Musical.ly et Twitch aussi. Cependant, leur part d'audience était bien plus réduite. Or, ils vont connaître une croissance exponentielle en très peu de temps. Entre 2019 et 2020, TikTok est passé de 8% à 35% de taux d'utilisation chez les jeunes en France, en grande partie grâce au confinement. En 2024, le réseau social compte pas moins de 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur notre territoire. Twitch, racheté par Amazon en 2014, connaît également une explosion à la même période. Le nombre d'utilisateurs moyens de la plateforme passe de 1,184 millions à 2,488 millions. Cela peut s'expliquer par différents facteurs autres que le Covid, évidemment. Alors que d'un côté, YouTube s'est ultra professionnalisé, TikTok et même Twitch, dans une moindre mesure, ont remis l'user-generated content au centre de la création. Tout le monde peut techniquement devenir YouTuber, les logiciels de montage, mais surtout les codes d'expression sont devenus extrêmement accessibles. Pour autant, l'arrivée des monteurs, graphistes, etc. a drastiquement augmenté le seuil requis de qualité pour vraiment percer. Sur TikTok, votre téléphone et l'outil de montage intégré suffisent vraiment à faire des centaines de milliers, voire des millions de vues sans aucune réelle compétence. Mets tes doigts comme ça, s'il te plaît. Attends. Bon bah allez, au revoir.
Salut, démerde-toi, faut que tu te débrouilles. On peut pas t'aider. Même Twitch, qui est également touché par la vague de production ambitieuse, reste majoritairement rempli d'individus streamant simplement un jeu avec leur webcam ou un setup sommaire. La plateforme de live va aussi venir concurrencer YouTube sur son interactivité. Le chat en direct permet de créer une forme de dialogue en temps réel avec l'audience et le live entraîne une proximité et une impression d'authenticité qui se perd souvent dans le montage et les cuts des vidéos traditionnelles des youtubeurs. Saute dans l'ascenseur. Foutez de ma gueule. Vas-y, je vais le faire. Bande de fils de... On peut également souligner une détérioration, voire une perte de la culture YouTube. Auparavant, les créateurs de contenu étaient uniquement sur un réseau. Ceux qui étaient sur YouTube étaient identifiés comme tels et directement reliés au site, ce qui participait à créer des références et des codes communs propres à la plateforme. Pour moi, le YouTube Rewind, malgré tous ses défauts, sa piètre qualité, voire son niveau de gênance, avait le mérite de remplir ce rôle par exemple. Désormais, on voit bien que Lena Situation est quasiment plus suivie sur Instagram, ou même Squeezie cartonne et s'épanouit beaucoup sur Twitch. En soi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les vidéastes qui peuvent se diversifier, mais ça a réduit la spécificité propre à YouTube. Twitch concurrence donc YouTube sur l'interaction, mais également l'événementialisation, avec par exemple le GP Explorer organisé par Squeezie ou le 11 All Stars d'Amine qui crée la sensation par leur caractère en direct. De plus, les lives durent très longtemps, ce qui rend la consommation de Twitch extrêmement chronophage. Aussi, se lancer sur Twitch devient de plus en plus attrayant pour les vidéastes, car cela requiert souvent moins de travail de l'ombre et peut rapporter tout autant, voire plus que YouTube. Au moment où je recommence sous le nom E, sur Twitch, j'avais un peu moins de 60 000 followers et là maintenant ils sont 80 000, enfin un truc comme ça. Donc, et pareil sur la chaîne de replay qui est finalement une chaîne de replay secondaire à une chaîne Twitch. Bon, ils sont montés, c'est des best-of, etc. Mais qui en fait au total, vu qu'il y en a beaucoup qui sortent, alors qu'avant créatif je sortais une vidéo tous les 1 mois ou 2, bah là avec des replays qui sortent quasi tous les jours, ils font chacun beaucoup moins de vues, mais en fait au total la chaîne fait plus de vues qu'un créatif à l'époque en fait. Donc finalement c'est assez drôle parce qu'en termes d'impact et de nombre de vues, bon bah ça touche autant de gens que à l'époque même d'un créatif, mais par contre il y a pas le même succès d'estime quoi. C'est plus du contenu que tu regardes comme ça, voilà, ah, c'est le gars qui fait du React. Je suis pas identifié pareil, mais ça me dérange pas quoi. TikTok concurrence sur l'User Generated Content, l'immédiateté, l'accessibilité du contenu. En mettant l'algorithme au centre de l'expérience utilisateur, l'application chinoise réduit le libre arbitre des viewers, mais leur offre une situation plus confortable où ils se laissent porter par un scroll infini ultra personnalisé sans jamais avoir à se demander quoi regarder. Ces fonctionnalités ont un nom, il s'agit des dark patterns ou interfaces truquées, à savoir des éléments qui vont s'appuyer sur les biais cognitifs de l'individu pour le pousser à rester le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est le cas pour le scroll infini qui a pour objectif de faire perdre la notion du temps. Un système repris par YouTube avec les lectures automatiques mais bien moins efficace. En bref, TikTok a une application optimisée au maximum pour exploiter nos biais et bien plus efficace que le site de Google. Ajoutez à cela le format assez court de la majorité des TikTok et YouTube a disparu des transports en commun, des pauses de 5 minutes qui en deviennent 30 minutes au profit de l'application de ByteDance. Surtout, le temps de cerveau humain disponible est limité. L'allocation au divertissement numérique n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Cependant, à la fin, il ne reste que 24 heures dans une journée, sans compter le temps de travail ou le temps de sommeil. C'est pour ça que le PDG de Netflix avait déclaré que son ennemi numéro 1 était le sommeil des gens. Le gâteau du divertissement sur Internet a grossi, mais il est en train d'atteindre sa taille critique, et TikTok et Twitch prennent une part de plus en plus importante. Dans un premier temps, YouTube semblait vouloir contre-attaquer en faisant ce que toutes les entreprises du numérique font pour éteindre un concurrent, voler son concept. Les shorts sont donc lancés en 2021 et reprennent trait pour trait les caractéristiques de TikTok. Difficile de savoir aujourd'hui si c'est un échec, une réussite ou ni l'un ni l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas freiné la performance du géant chinois. D'ailleurs, la vidéo de Sylvain sur la centrale dont j'ai parlé tout à l'heure est sponsorisée par YouTube. L'objectif étant d'inciter les potentiels créateurs à se lancer sur la plateforme de Google plutôt que ses concurrents, ce qui est assez inédit et démontre bien une forme de fin de monopole. Après, ça ne veut pas dire pour autant que YouTube est mort ou va mourir. Le site reste le seul à proposer véritablement du contenu vidéo délinéaire, long et travaillé. Son positionnement avec l'allongement des vidéos mises en avant par l'algorithme semble être la bonne direction à prendre. Pour autant, il est indéniable que la plateforme a souffert de l'arrivée de ses concurrents. Et les YouTubeurs aussi qui ont vu leurs vues et leurs abonnés stagner ou
augmenter moins rapidement. Simplement car beaucoup de gens passent moins de temps sur YouTube. Et surtout, ce temps passé sur YouTube, il est ensuite réparti entre tous les créateurs de contenu. Ceux qui sont sur la plateforme depuis les débuts le savent, auparavant, il était possible d'avoir rien à regarder. Avoir vu toutes les vidéos de son fil d'abonnement était quasiment la norme. Désormais, même si parfois on a toujours cette sensation de n'avoir aucune vidéo à voir, l'audience arbitre et sélectionne parmi tous ses abonnements. C'est pour cette raison qu'il est assez rare de voir une chaîne dont le nombre de vues dépasse constamment son nombre d'abonnés, alors que c'était ordinaire auparavant. Les succès des premiers vidéastes ont attiré l'attention et la convoitise, entraînant dans leur sillon des vagues de nouveaux créateurs. Il y a alors de plus en plus de youtubeurs, les vidéos sont de plus en plus longues et le temps passé sur la plateforme semble stagner. Aussi, l'algorithme a changé. Dans l'onglet Accueil, il n'est plus si rare de voir des contenus ne dépassant pas la centaine de vues. Il est théoriquement plus facile pour une petite chaîne d'avoir une vidéo qui perce, ce qui est une véritable amélioration. Mais à l'inverse, il devient beaucoup plus difficile pour un créateur de fidéliser son audience, car YouTube semble jeter aussi vite qu'elle soit sortie une vidéo dont les métriques ne seraient pas bonnes. C'est pas forcément mieux ou moins bien, mais ça instaure un climat où chaque nouveau contenu peut faire 2 fois moins ou 2 fois plus de vues que le précédent. Tous ces facteurs ont mené à un constat qui témoigne d'un véritable problème à venir pour les vidéastes. Les youtubeurs paraissent désormais en concurrence. Ça peut paraître rien, mais c'est tout sauf anodin. Évidemment, les youtubeurs ont toujours été comparés entre eux. Certains préféraient Salut les geeks, d'autres What the Cut, pareil pour les podcasts de Cyprien et Hugo tout seul. Mais la force de YouTube par son côté délinéaire, c'est que contrairement à la télévision, il n'y avait pas à choisir. Touche pas à mon poste et quotidien se détestent et s'attaquent frontalement, notamment car elles ont la même case horaire. Et donc les téléspectateurs doivent choisir entre les deux émissions. Or, il était tout à fait possible, et c'était même souvent le cas, de regarder à la fois les vlogs d'Enjoy Phoenix et ceux de Caroline et Safia, ou juste Zoé. Aujourd'hui, Amixem sort une vidéo d'1 heure par semaine, Squeezie de 30 minutes minimum, Mastu est moins régulier mais fait également des vidéos qui approchent des 50-60 minutes régulièrement, et McFly et Carlito c'est 2 fois par semaine 30 minutes. Une étude de l'année dernière sur plus de 22 000 chaînes YouTube dévoilait une augmentation de 800% de la durée moyenne des vidéos sur 10 ans. Je suis très client de ce qui se fait. J'ai l'impression que ce qu'on a, c'est ce que je voyais en Amérique, c'est-à-dire qu'à peu près maintenant tout le monde décortique tout à fond, énormément de niches naissent et il y en a pour tout le monde, donc ça c'est vraiment trop bien. Alors la difficulté je trouve qu'on a en France, c'est que là où il y a une niche en anglais et qui peut arriver à en faire une chaîne qui marche très très bien, c'est plus dur en France parce qu'on est beaucoup moins nombreux forcément. Maintenant, mais ça c'est un sentiment plus personnel qui n'a rien à voir avec mon parcours ou ça, c'est même un sentiment plus global que YouTube qui peut même aller à la création pure et au nombre de gens sur cette planète. C'est simplement qu'il y a tellement de choses que parfois il peut y avoir un sentiment de vacuité, dans le sens où pour moi, pour arriver à garder l'envie, l'important c'est d'avoir toujours le sentiment d'avoir quelque chose à apporter. Et donc je pense qu'il y aurait rien de plus déprimant qu'un jour vraiment je me dise ah bah tiens ça c'est ce que je voulais faire, et le gars non seulement il l'a fait mais en plus c'est que j'aurais jamais pu faire, tu vois. Voilà. Le viewer doit désormais sélectionner le contenu qu'il regardera, mais aussi celui qu'il ne regardera pas, et souvent cela se fait au détriment des plus petits. On voit pour moi alors apparaître un YouTube à double vitesse, avec d'un côté un pôle mainstream extrêmement puissant qui cumule les millions de vues sur des vidéos de plusieurs heures au total, et de l'autre des petits et moyens youtubeurs qui grappillent et se battent pour les miettes. Entendons-nous, ça a toujours un peu fonctionné comme ça. Mais avant, la petite créatrice de 10 000 abonnés n'était pas directement en concurrence avec Squeezie pour l'attention des gens. Les abonnés regardaient les deux. Désormais, quand Squeezie publie une vidéo peu de temps après la mienne, je peux observer ma courbe de vue en temps réel diminuer face à son attrait. Ce sentiment de compétition risquerait malheureusement de se propager petit à petit avec la stagnation des audiences et la hausse continuelle du contenu disponible. Un article qui analyse la collaboration entre les youtubeurs par Myung Lee parle alors de coopétition, à savoir un mélange entre coopération et compétition. Le terme est souvent associé à la phrase de Machiavel: si tu peux tuer ton ennemi, fais-le, sinon fais-t'en un ami. En effet, l'étude rappelle que si les créateurs n'hésitent pas à réaliser des vidéos à plusieurs, comme vu plus tôt, ils n'en restent pas moins concurrents sur un marché restreint. Si Squeezie invite Joyka, il crée l'événement et attire l'attention des abonnés qui ont tendance à statistiquement privilégier les collaborations. Mais techniquement, il offre aussi de la visibilité à un potentiel concurrent. Putain les gars, je suis tellement content. Trop content. Moi vraiment, merci beaucoup d'être venus. C'est incroyable de vous avoir sur la chaîne. Comment vous allez? Mec, ça va super. C'est que juste, je suis stressé sa mère. Pourquoi on est là en fait? C'est ça, on sait pas ce qu'on fout. Attendez. Il nous a appelé, il nous a dit ouais les gars, j'ai une vidéo, faut qu'on tourne, venez à cette adresse. Pour le moment, le YouTube Game français n'est pas gangréné par cette problématique, même si elle est déjà présente dans certaines niches
où les places sont rares et la compétition est rude. Cette concurrence entre créateurs, ainsi que celle des autres plateformes, explique également la MrBeastification du YouTube Game. À toutes les échelles, nous sommes entrés à l'ère de la captologie. La captologie est un terme créé en 1996 par le chercheur B.J. Fogg qui désigne l'étude des techniques de persuasion utilisées dans l'informatique pour influencer l'individu. On a parlé des dark patterns plutôt. Ça rentre dans cette logique. Une optimisation extrême voit alors le jour dans tous les éléments qui composent un créateur de contenu. De la plateforme YouTube en tant que telle aux vidéos qui deviennent de plus en plus rythmées avec des teasings en accroche, des sous-titres, des vignettes exagérées, les vidéastes sont dans une quête de rationalisation jusqu'au boutiste pour faire rester le viewer le plus longtemps possible. Alors qu'auparavant un titre trop aguicheur, une vignette mensongère ou une mise en scène trop grandiloquente étaient dénoncés, désormais les garde-fous semblent avoir renoncé. Et ceux qui ne se plient pas à cette injonction de la captologie risquent de voir leur contenu disparaître au profit d'autres moins consciencieux sur le sujet. Après des années à se mettre en place, le dispositif YouTube est en phase finale d'optimisation. Dans une course où chaque biais du cerveau humain doit être exploité, comme la symétrie positive-négative ou le biais de négativité qui est utilisé dans le titre de ce documentaire par exemple. Bah en fait c'est un métier où tu fais que regarder les stats quoi. Tu peux pas faire comme si personne, aucun créateur au monde peut te dire non mais c'est pas grave, j'ai fait 0 vues mais je m'en fous tu vois. Alors moi personnellement j'adore ça l'optimisation, c'est vraiment devenu une passion mais bon, qui est une passion qui est quand même un peu dangereuse sur la santé mentale. Faut réussir à trouver le juste milieu entre tu fais en sorte que la vidéo elle va être vue au plus grand nombre de personnes et tu fais en sorte de pas pour autant te pervertir et tu gardes ton contenu d'origine. Et donc dans tous les pays maintenant on a cette culture du ah ouais il y a des mecs qui font vraiment des trucs sur la miniature de fou ou dans le titre qui est fou. Tu fais une vidéo qui est pour toi aussi bien qu'un autre créateur qui lui l'a mieux optimisé, il fait 10 fois plus de vues, ça t'énerve, tu optimises aussi. Et donc le mec qui avait ta vidéo pour référence optimise et tout le monde optimise. Il y a vraiment moyen d'optimiser le truc. Alors je dirais pas qu'on est dans une course mais du moins enfin si en vrai on est dans une course en fait. Tout ceci a un impact sur le mental des vidéastes. Pendant un an, entre 2021 et 2022, Hugo Bozane ne publie plus aucune vidéo sur sa chaîne. Le 21 décembre 2022, Mastu fait une vidéo pour annoncer qu'il se retire de YouTube et fait une pause. Entre février et septembre 2023, McFly et Carlito disparaissent de la plateforme, tout comme Squeezie entre janvier et mai 2024 et Inoxtag peu de temps après. Une épidémie frappe le YouTube francophone, le burn-out. Ce terme a particulièrement été étudié par la psychologue américaine Christina Maslach au début des années 80. Le burn-out professionnel est un état psychologique et physiologique résultant de l'accumulation de facteurs de stress professionnel. Alors techniquement, tous ces youtubeurs n'ont pas fait un burn-out au sens clinique du terme, mais tous ont été très clairs. Il était impossible pour eux de maintenir la cadence de production qu'ils s'étaient imposée. Le phénomène ne date pas de la période qui nous intéresse. En 2016 déjà, Antoine Daniel faisait part de son épuisement vis-à-vis de son métier de vidéaste, l'incapacité à se renouveler et la fatigue qui s'en suivait. Mais c'est vraiment ces 2 dernières années que le burn-out des youtubeurs est devenu un véritable sujet, même plus une réelle problématique de fond dans le milieu. En 6 ans de carrière sur YouTube, je crois que j'ai jamais fait de réelle vraie pause. Le seul moment où c'est arrivé en vrai de vrai, c'était pendant la sortie de Déprime. Et j'étais parti aux vacances au Costa Rica, mais je me suis pas tant reposé. Enfin, non, en vrai, ce que je veux dire là, quand je parle de pause, c'est une pause vraiment où je déconnecte, pas de feeds, j'essaie de couper mon téléphone. Une manière commune de réagir est le rejet, voire la moquerie. Mastu a particulièrement été la cible de dérision sur la difficulté imaginaire du métier de vidéaste. YouTubeur est un métier privilégié, et à ce titre, ceux qui ont la chance de l'exercer et de gagner leur vie avec ne devraient pas se plaindre en comparaison avec un travail à l'usine. Cependant, je pense que cette position est injuste et trompeuse. Premièrement, car elle circonscrit le métier de youtubeur au top 1%. Comme pour les footballeurs professionnels, lorsqu'on parle des salaires, on parle toujours de Mbappé, Bellingham ou Ronaldo en Arabie Saoudite. Mais la réalité, c'est que des milliers de footballeurs dans des divisions inférieures ont du mal à finir le mois. Et qu'en plus, leur carrière s'arrête le plus souvent autour de la trentaine. Il en est de même pour les vidéastes. Certes, c'est un métier passion, mais la plupart joignent difficilement les deux bouts, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui peut mettre fin à leur carrière à tout moment. Aux États-Unis, seuls 3% des youtubeurs vivaient au-dessus du seuil de pauvreté en 2018. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais selon l'agence Reach, en 2024, 85% des influenceurs gagneraient moins que le SMIC. C'est mon cas par exemple. Dans son livre sur l'avènement du phénomène des youtubeurs, le journaliste Chris Stockel-Walker rappelle que le phénomène de viralité a tendance à biaiser notre jugement. En effet, les succès des vidéos virales sont interprétés comme des succès du jour au lendemain. Indirectement, on présuppose que c'est donc arrivé du premier coup.
Or, ce n'est évidemment pas le cas. Et je me permets de défendre en quelque sorte ce métier parce que c'est moi-même pas mon activité principale. Donc je peux le comparer avec un métier plus classique. Les youtubeurs se retrouvent alors face à de nombreuses problématiques qu'ils n'arrivent pas à gérer correctement. La première est évidemment la popularité. La génération qui a percé sur YouTube à l'origine n'était absolument pas préparée à rencontrer un engouement populaire aussi important. La célébrité offre des avantages, mais elle requiert aussi des sacrifices. Mastu est sûrement celui qui en a le plus fait les frais. Ses abonnés lui faisant parfois des remarques déplacées dans la rue et allant même jusqu'à aller chez lui pour l'interpeller, persuadé d'avoir affaire à un ami comme un autre. On l'avait vu, la relation au créateur de contenu est particulière, parfois même qualifiée de transparasociale, tant tout est mis en œuvre pour créer la proximité. L'autre problème, c'est tout simplement le harcèlement. Les youtubeurs sont des cibles de premier rang des propos haineux en ligne, en particulier les créatrices. Ainsi, Lena Situation a dû se retirer de Twitter à la suite de vagues d'insultes et de moqueries à son propos, s'attaquant à son physique, son couple et allant même jusqu'à faire des menaces envers sa famille. Je me sens seule de ouf. Plus je suis suivie, plus je me sens seule. Je sais pas comment ils font les autres. J'ai passé des journées entières à rester au lit, même pas la force de prendre une douche, ou alors juste je me pointais sur les choses qu'il fallait que je fasse parce que contractuellement j'étais obligée de les faire. Une étude menée en 2023 en Inde souligne la difficulté pour les youtubeurs de faire face au cyberharcèlement. Elle rappelle que les insultes, menaces et moqueries ont lieu en ligne et sont donc constantes, en plus d'être présentes directement dans l'environnement de travail du vidéaste. Un problème qui touche particulièrement les créatrices de contenu, le harcèlement en ligne étant plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Le Centre de recherche contre le cyberharcèlement indique que 51% des jeunes filles contre 37% des jeunes hommes étaient susceptibles d'en être victimes. Mais une des causes du burn-out est simplement la précarité du métier. Quand je dis précarité, ça veut pas dire qu'ils gagnent pas bien leur vie, mais qu'ils évoluent dans un environnement particulièrement instable. De manière générale, les travailleurs indépendants sont plus susceptibles de rencontrer un épisode d'épuisement profond au travail que le reste de la population. Un indépendant sur 5 présenterait des signes précurseurs de burn-out selon une étude réalisée par les Mutualités Libres datée de 2017. Ça s'explique par un problème de surengagement de la part des personnes concernées. Et sur YouTube, c'est accentué par la place des métriques dans le quotidien. Chaque perte de vue peut entraîner une baisse de revenus publicitaires, voire même faire perdre un contrat de placement de produit, auquel il faut ajouter la pression algorithmique qui, pendant un temps, poussait à la surproduction de plusieurs vidéos par semaine minimum pour être visible et qui désormais privilégie des contenus longs et donc encore plus dangereux. En sortant 3 vidéos par semaine, le vidéaste se protégeait de l'échec d'une sortie par les autres qui suivaient rapidement. Avec un investissement plus important et un laps de temps plus élevé entre chaque sortie, la moindre déception statistique peut véritablement mettre à mal l'équilibre financier pour certains. En fait, c'est con, mais là, si tu commences à te professionnaliser un petit peu, tu montes une boîte, nous on a pris des petits bureaux, on a beaucoup de chance. On essaie de se payer un peu à la fin de l'année aussi, mais pas énormément encore, tu vois. Malgré ce que peuvent penser les gens avec les sponsors, etc., bah mine de rien, t'as beaucoup de charges en entreprise et on essaie de bosser avec des gens aussi. T'as quand même ce truc où il faut publier plus, parce que si tu publies pas assez, c'est pas tant, nous, une histoire d'algorithme, c'est une histoire d'argent qui rentre à la fin, tu vois. Là, ça fait depuis, je sais pas, ça faisait 3-4 mois qu'on n'avait pas publié de vidéo. C'est un peu emmerdant au bout d'un moment parce que il faut pouvoir avancer les sujets un peu en parallèle et c'est là où ça devient intéressant de pouvoir commencer à s'entourer de gens qui peuvent t'aider un peu. Cette pression de l'algorithme est brillamment analysée par la chercheuse Zoé Glatt. Elle explique la construction d'une chimère antagonique. L'algorithme est parfois appréhendé comme un dieu omnipotent, une boîte noire à ouvrir, un mystère à résoudre, une machine vorace et un oppresseur des groupes marginalisés. Il est donc difficile pour les créateurs d'aborder le sujet. Plébiscités par l'audience pour leur capacité à divertir, les complaintes sont souvent mal reçues et peuvent paraître fake. Il faut se dire que sur YouTube, même la fatigue devient une représentation. Hailey Natuk a analysé en profondeur ces vidéos où les youtubeurs confessent leur mal-être. Elle met en lumière le paradoxe et le cercle vicieux dans lequel sont piégés ces créateurs. En effet, dans ces contenus, ils font exactement ce qu'ils accusent d'être à l'origine de leur mal-être, être contraints de performer l'authenticité en permanence. Même dans leur burn-out, les influenceurs sont ramenés à leur statut d'image. Une forme d'auto-exploitation malsaine se met en marche, dont il est parfois difficile de se sortir. Fuse et Roro/Incréatif ont connu tous les deux une période d'épuisement psychologique liée à leur activité. S'ils questionnent le terme de burn-out, ils font tous les deux état de cette auto-exploitation qui pousse souvent les youtubeurs à dépasser leurs limites physiques et mentales. Bon, déjà, je sais pas si c'était vraiment un burn-out parce que c'est un peu de l'auto-diagnostic, on sait pas trop. Voilà, au final, ça a duré. Au bout d'une semaine, j'étais reparti dans le rythme, tu vois. Donc, je pense que c'était pas non plus catastrophique. Je pense que c'était juste un espèce d'étouffement
une espèce d'accumulation de bon bah si tu prends pas de jours de pause, tu prends pas de week-end, tu prends pas de vacances, tu fais ça pendant 5 ans, tu vois, tes nerfs ils en peuvent plus, t'as juste envie de faire de souffler, de prendre une pause. Une fois que j'avais réussi à atteindre le stade que j'ai toujours rêvé, tu vois, je pense qu'à cette époque-là j'avais 1 million d'abonnés, mes vidéos marchaient bien, voilà, j'avais atteint mon objectif, j'avais atteint mon rêve. Et quand t'as plus de pourquoi qui te pousse vraiment, je pense que c'est plus difficile pour ton corps et pour ton esprit de justifier de se mettre un rythme aussi effréné. Sur la fin, je me suis dit bon là il faut trouver une solution, je dois vraiment trouver ce qu'il faut faire de la chaîne, parce que là je veux dire ce que je faisais là j'aime plus. En même temps, ce serait bizarre d'arrêter là comme ça. Je me dis allez, il faut que je retrouve, parce qu'en fait jusqu'aux dernières qui étaient courant 2021 quoi. Après je me dis ah ouais non ça franchement j'en ai marre, parler des marques, faire cette structure là, j'en ai marre. Donc faut que je fasse autre chose et j'ai finalement jamais trouvé. Mais du coup pendant toute la période où je cherche, qui est quand même de plusieurs mois, où j'ai négligé ma santé mentale, physique, mon entourage, enfin il y avait un truc un peu obsessionnel de si je trouve pas comment avancer sur les vidéos et tout, j'ai pas le droit de tu vois de me détendre. C'est vrai qu'on associe beaucoup du coup le fait que j'avais arrêté la chaîne à un burn-out, mais je sais pas si c'était tant un burn-out que juste voilà, je savais plus trop quoi faire de la chaîne, tu vois, je sais pas si dans le sens burn-out je me suis pas senti non plus j'ai trop de taf, j'en peux plus, je me sens écrasé, c'est plus je sais pas, je le sens plus, voilà, tant pis, j'aime plus. Tu vois, c'est à la fois sincère et en même temps il y a quand même une réflexion entre guillemets de com, dans le sens où je me dis si je fais pas une vidéo où c'est dit très clairement que c'est fini et en plus avec une bonne raison, en fait ça paraîtra pas vraiment fini. Donc et en fait je crois que moi-même, si j'avais pas dit aussi publiquement c'est fini, dans ma tête je me serais toujours dit ouais mais alors attends, j'ai peut-être une idée. Alors que là je me dis juste après que j'ai dit ça, que j'ai sorti la vidéo, je me dis même si j'ai une idée de vidéo maintenant je refais pas une vidéo, c'est gênant, enfin je vais te dire c'est fini. Donc et il fallait ça je pense pour voilà. Alors qu'il a atteint son point culminant, le monde de YouTube s'est donc retrouvé chamboulé par l'arrivée de différentes concurrences externes et internes, ainsi que la fatigue d'une partie de ses créateurs. En son sein, la machine semble s'enrayer. Mais pire, même la représentation des youtubeurs commence à se fissurer. On assiste à un vrai tournant réputationnel qui pourrait voir la chute de ces célébrités qui viennent tout juste d'arriver. Où sont passées les sirènes? Regarde autour de moi, tous ces gens remplis de haine. Les youtubeurs sont devenus des stars. Depuis les émules de la Video City Paris, le star power et le capital célébrité des créateurs de contenu de la plateforme n'a cessé de croître. Ils sont désormais invités sur les tapis rouges du Festival de Cannes. On peut apercevoir Seb, celui qui s'est fait connaître avec les parodies de Poussin Pillou, les clashs envers Cortex et les défis Cinnamon Challenge à la Fashion Week de Paris. Michou et Enjoy Phoenix ont participé à l'émission de TF1 Danse avec les stars et étaient loin d'être les personnalités les moins connues de l'émission. Squeezie a désormais sa statue de cire au musée Grévin, pendant que Léna Situation devient quasiment une habituée du Met Gala. Là, on est tous bien sapés en vrai. Là, c'est trop chaud. Ça déchire. Ça déchire. Ouais, elle est belle celle-là. Ça me fait plaisir. Merci. Une bonne partie des influenceurs qui trustent les premières places du classement du nombre d'abonnés sont désormais millionnaires ou proches de le devenir. Leur quotidien se retrouve alors complètement chamboulé. Dans ses vlogs d'août, Léna Situation a remplacé ses outfits Zara par du Dior. Il n'hésite plus à partir aux États-Unis avec tous ses amis sur un coup de tête. Inoxtag est prêt à investir des centaines de milliers d'euros pour avoir une chance de gravir l'Everest, et chaque youtubeur inaugure tous les 3 mois un nouveau studio plus imposant. Cette nouvelle vie faite de strass et de paillettes offre de nombreux avantages. Elle permet de vendre du rêve à la communauté, de devenir un modèle de réussite sur lequel se calquer et même d'augmenter sa valeur auprès des marques. En effet, privilégier un train de vie luxueux donne accès à des marques plus premium et donc prêtes à payer beaucoup plus cher pour un partenariat que les habituels VPN ou jeux mobiles aux achats intégrés douteux. On peut donc le voir comme un cercle vertueux, car ça amène plus de revenus, ce qui améliore le niveau de vie, un niveau de vie mis en scène dans les vidéos qui leur permet d'aller chercher de nouveaux sponsors plus prestigieux, etc. Je dirais même que c'est pour moi au-dessus d'une star, parce qu'en fait un créateur de contenu c'est une star hyper accessible. Tu vois, en fait quand tu passes du temps en live avec Squeezie, tu vois, tu peux passer ton mercredi soir avec Squeezie en live pendant 2-3 heures, mais en fait t'as vraiment l'impression que c'est ton pote, ce truc que t'avais pas avec un Kylian Mbappé, que t'avais pas avec un Michael Jackson. Enfin t'avais beau regarder une interview de Michael Jackson, il allumait pas son téléphone, il faisait pas un live où il répondait aux questions, tu vois, ça n'arrivait pas ça. Je prends mon exemple, je m'identifie à Squeezie en mode putain mais ça aurait pu être moi ou ça aurait pu être un pote à moi, genre ce mec est hyper accessible. Quand lui je le vois faire un truc de fou, moi je me dis vu que ça aurait pu être moi et que c'est pas genre Kylian Mbappé qui gravit les vrais, je me dis non mais c'est Kylian, c'est pas moi, tu vois, ce mec destin en or, je sais pas quoi. Mais vu que c'est Squeezie, que c'est censé être un mec un peu normal sur le papier, je me dis en fait moi aussi je peux faire un GP Explorer un jour, moi aussi je peux aller gravir l'Everest. Forcément, vu qu'ils ont fait cet effort de paraître accessible, tu te dis que c'est possible. Pour autant, je sais pas si j'avais découvert Inoxtag avec l'Everest,
je me serais dit ah bah je peux le faire aussi. C'est parce que justement je l'ai découvert avant, et c'est pareil avec Kylian Mbappé en fait. Peut-être si j'avais joué avec lui en club, je me serais dit que moi aussi je pourrais jouer un jour au Real, tu vois. Mais tout ceci a un coût. Parce qu'à force de vivre comme un millionnaire, le risque est de s'éloigner de son audience. La relation transparasociale repose en grande partie sur un sentiment d'homophilie. Lena Situation a connu le succès car elle était comme ses abonnés, qui se reconnaissaient en elle. Étudiante parisienne de la classe moyenne supérieure, elle faisait déjà partie d'un segment plutôt privilégié, mais son quotidien ne différait pas tellement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ses vlogs d'août sont chaque année la cible de critiques reprochant son manque d'authenticité ou sa déconnexion par rapport à ses fans. Cette starification s'oppose à la promesse et l'illusion de proximité qui ont fait la force des créateurs de contenu. Elle crée un fossé avec l'audience, mais qui, pour le moment, reste malgré tout attaché. Ça dénote avec les débuts du succès. Comme le relève Chris Stockel-Walker, dans les premières années, peu importe leur niveau de richesse, les nouvelles stars de YouTube restaient humbles. Elles étaient particulièrement soucieuses de l'image qu'elles renvoyaient à leur communauté et esquivaient les questions en lien avec l'argent et le revenu. Désormais, tout le monde sait à quel point les vidéastes les plus connus sont riches, ils ne peuvent plus se cacher, ce qui peut amener à une distance vis-à-vis de leurs fans. Le dispositif de YouTube va malgré tout maintenir la relation transparasociale qui ne repose pas uniquement sur le fait que les youtubeurs soient jeunes et nous ressemblent. Donc l'application, les commentaires, le regard facecam créent ce que Jean Baudrillard appellerait une hyper-réalité, à savoir une forme de monde imaginaire quasiment indissociable de la réalité. Une simulation tellement efficace qu'elle finit par remplacer l'authentique et le vrai. Les relations entre les vidéastes et leurs abonnés ont atteint ce stade selon moi. Cependant, comme dans toute simulation, il est possible de tomber un jour sur la pilule rouge, de la prendre et d'en sortir. Et si l'image de la pilule rouge peut sembler un peu extrême, une vraie prise de conscience, voire remise en cause des youtubeurs semble se propager. Dans l'épisode précédent, j'avais mentionné les vidéastes critiques qui dénonçaient les chaînes dites cancer. Si cette mode a fini par ralentir, les arnaques des influenceurs n'ont pas cessé, au contraire. Entre les placements de produits non déclarés pour des services frauduleux et illégaux, voire dangereux, ou les mensonges répétés à leur communauté, le terme influenceur a même immédiatement pris une consonance péjorative. Les stars de télé-réalité, en quête de stabilité économique entre deux émissions, se sont lancées sur les réseaux sociaux. YouTube n'est pas le réseau le plus plébiscité, mais Instagram et Snapchat voient apparaître des comptes aux millions d'abonnés par des candidats de télé-réalité, peu regardants et scrupuleux sur l'origine de leurs revenus. C'est le cas de Sebi Dadi, connu pour sa participation dans l'émission Les Princes de la Bourre et qui fait des placements de produits viraux sur les réseaux sociaux, mais surtout parfois pour des contrefaçons comme les cartes Pokémon dont il a fait la promotion. Il est du devoir des influenceurs de faire attention à ce qu'ils mettent en avant. Même s'ils ont des agences pour faire le travail de vérification, nous devons faire attention. Et en particulier s'ils sont gérés par Shona Event et WeEvent. Ça n'a pas été le cas de TheKairi78 et des personnes que nous avons l'habitude de voir sur cette chaîne. Le problème, c'est qu'en soi, ils font le même métier que les vidéastes. On peut tout à fait argumenter que les youtubeurs se distinguent par leur capacité à créer un véritable contenu, monter et travailler. Mais la réalité, c'est que les stories sont tout autant un contenu qu'une vidéo YouTube. Et surtout, que la rémunération des créateurs ne dépend pas tellement, même si en petite partie, de la qualité de leur travail, mais bien de leur influence. Ce qui intéresse une marque, c'est l'association à l'image d'un vidéaste, mais surtout sa capacité à influencer son audience pour les pousser à acheter un produit ou un service. Or, c'est la même raison pour laquelle les stars de télé-réalité sont également payées. Un long débat sémantique a lieu sur le sujet. Il faudrait distinguer influenceurs, youtubeurs, créateurs de contenu ou encore vidéastes. Mais pour moi, influenceur regroupe toute personne rémunérée en raison de l'influence qu'elle exerce sur son audience pour les pousser à l'achat. Ça concerne aussi bien Magla, Feldup ou Julien Tanti. À cela, il faut ajouter la mauvaise réputation des youtubeurs liée aux accusations du mouvement Balance ton youtubeur dont on a parlé dans la partie précédente. Et même désormais, les plaintes sont déposées, des enquêtes ont été ouvertes et des gardes à vue ont été réalisées. Cette année, Experiment Boy est devenu le premier youtubeur reconnu coupable de détournement de mineurs et condamné à 2 ans de prison. On aurait pu penser que c'était le dernier clou dans le cercueil de la réputation des youtubeurs. Sauf qu'en 2023, coup de tonnerre. Les pouvoirs publics se penchent de plus près sur les pratiques des influenceurs, en particulier les candidats de télé-réalité, et découvrent un sombre business. Ceux qui sont désormais surnommés les influ-voleurs sont dans l'œil de la justice et même de l'Assemblée nationale qui décide d'adopter une loi sur le sujet. Une loi pour réguler le milieu, améliorer la transparence et éviter les arnaques, on ne peut voir ça que d'un bon œil. Sauf que ça entraîne forcément un battage médiatique négatif. Les youtubeurs sont associés à ces pratiques directement ou indirectement. Leur image est donc écornée par cette affaire sur un sujet et un domaine, leurs revenus, qu'ils ont le plus longtemps possible tenté de garder secret. C'est la première fois qu'une loi définit le statut d'influenceur et lui impose des limites. Interdiction de faire la promotion de jeux d'argent et de placements financiers, de se mettre en scène avec des animaux sauvages et surtout
interdiction des publicités néfastes pour la santé, comme par exemple pour de la chirurgie esthétique à moindre coût. Mais surtout, le 25 mars 2023, plus de 100 youtubeurs publient une tribune qui se révèle un peu hostile à cette loi. Le communiqué engendre un bad buzz important, forçant la plupart des signataires à se rétracter, certains dénonçant même ne pas avoir été prévenus que leur nom figurerait sur cette lettre ouverte. On apprend finalement plus tard qu'il s'agit de l'UMIC derrière tout ça, à savoir l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. En fait, c'est une forme de syndicat ou de fédération qui regroupe certains youtubeurs, mais surtout les agences qui y défendent leurs intérêts. On y retrouvait Bump, qui est parti depuis, Follow ou d'autres gros noms du secteur qui avaient logiquement peur que le business des placements de produits, qui constitue le cœur de leurs revenus, soit affecté par cette nouvelle loi et se sont donc servis du nom des talents de leur structure pour faire passer ce message. L'année suivante, en août 2024, le youtubeur Gaspard G est nommé secrétaire général de l'UMIC avec comme volonté de remettre les créateurs au centre de la fédération. L'UMIC, c'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. En gros, on appelle ça une fédération professionnelle. On pourrait aussi appeler ça un lobby, c'est pas un gros mot puisque c'est des agents, des créateurs évidemment, mais aussi tous les métiers un peu satellites autour. Le but, c'est de pouvoir d'abord défendre auprès des pouvoirs publics notre métier, l'expliquer aux élus, et ça c'est en grande partie mon rôle aujourd'hui, parce qu'en fait sinon on pose des règles, on pose des lois, mais qui sont faites n'importe comment ou qui sont pas réellement en adéquation avec notre industrie. Ensuite, il y a plein d'autres acteurs au conseil exécutif de l'UMIC dont le but c'est plutôt de poser des chartes éthiques sur la profession. Et ça, c'est aussi hyper important. Ne pas faire la promotion n'importe comment de l'alcool, des jeux d'argent, etc., etc. Ne pas faire la promotion de produits illicites. La mention collaboration commerciale hyper affichée comme ça doit être le cas dans n'importe quelle publicité. Nous, notre rôle, c'est d'être aussi un peu les gendarmes ou en tout cas les délégués de classe pour éviter justement que les gendarmes puissent venir retoquer certains créateurs qui seraient un peu négligents avec ça. Les youtubeurs ont donc plus que jamais besoin de se réunir pour faire valoir leur voix dans ce qui devient un véritable écosystème. Car si l'arrivée des sponsors et de manière générale l'argent a permis de pérenniser l'activité de nombreux vidéastes, il ne faut pas oublier que la plupart des revenus se fait à leurs dépens. Et que ce milieu qui commence à avoir une image extrêmement négative dans la population générale nuit directement à la réputation des youtubeurs qui y sont automatiquement associés. En ajoutant la starification à outrance de certains créateurs de contenu dont le train de vie dénote avec le reste de la population qui vit une période économiquement très compliquée, et vous obtenez un début de rejet massif des youtubeurs. Mais si l'étincelle est là, le véritable retour de flamme a eu lieu sur un autre sujet, leur engagement social et politique. Il y a toujours eu historiquement deux sujets tabous sur YouTube, l'argent et la politique. Le tabou de l'argent a commencé à tomber lorsque les sommes touchées par les vidéastes ont commencé à devenir publiques et que leur train de vie s'est mis à changer. Pour la politique, ça a mis un peu plus de temps, mais il se lève aussi petit à petit. Dans leur podcast, Cyprien et le Rire Jaune se gardaient bien de parler politique. Pareil pour les youtubeuses beauté. Une première incursion a eu lieu avec certains youtubeurs lifestyle et musculation. Pour la mise en place du SNU en 2019, le gouvernement fait appel à des influenceurs tels que Sundy Jules ou Thibaut InShape afin d'en faire la promotion. Une opération qui fait déjà grincer des dents sur l'utilisation des créateurs de contenu à des fins de propagande politique. Pourtant, il était évident que ce n'était qu'une question de temps avant que le monde politicien s'empare du domaine. Parce qu'au fur et à mesure des années, c'est toute la plateforme entière qui se politise. Des chaînes d'opinion et d'analyse de l'actualité voient le jour et rassemblent des audiences de plus en plus conséquentes. C'est évidemment le cas d'Hugo Décrypte. Jeune étudiant de Sciences Po en quête d'un projet journalistique, Hugo propose d'expliquer les faits d'actualité aux jeunes. Pendant la crise Covid, sa chaîne prend une ampleur sans précédent. Ses bulletins d'information quotidiens dénombrant le nombre de cas et de morts de la maladie cumulaient les millions de vues. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus. Et la première actualité que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le relâchement d'une partie de la population française en matière de confinement, alors qu'on en est au 20e jour. Il devient le véritable JT 20h de YouTube et crée même un média à part entière en recrutant une équipe de journalistes pour l'accompagner dans la démarche. Et en fait, les premiers créateurs de contenu qui parlaient de politique sur la plateforme, ils étaient hyper engagés. Soit c'était des fachos, soit ils étaient à l'extrême gauche, tu vois. Et ceux qui cartonnent le plus encore aujourd'hui, ce sont eux. Ce sont des créateurs de contenu qui ont une ligne politique et une ligne éditoriale hyper forte. Là où, quand tu regardes un mec comme Charles Villa, un mec comme Hugo Travers, tu sais pas pour qui ils votent, ces mecs-là. Ils cultivent un petit peu ce truc. De temps en temps, ils s'engagent sur des causes. Je parle pour Charles Villa. Moi, mon but là-dedans, c'est d'essayer de trouver ma propre ligne, tu vois. Au moment des législatives en 2022, j'ai pris la décision de faire cette histoire 2, puisque c'est un des formats phares sur les chaînes, sur l'histoire du Rassemblement National, pour dire aux gens, bah écoutez, j'ai pas à vous dire pour qui voter, par contre, je vous pose ça là,
Voilà 45 minutes de recontextualisation de comment est né ce parti. Posez-vous la question de est-ce que c'est juste ou pas de voter pour ce parti. Mais je vous laisse vous poser la question et moi je vous donne accès à l'information. Et je pense que c'est ça la posture du journaliste aujourd'hui. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas tant les créateurs de contenu qui traitent des questions politiques dans leurs vidéos, mais plutôt l'engagement en tant que tel des vidéastes plus mainstream. Le sujet se retrouve dans le débat public en 2021, lorsqu'Emmanuel Macron lance un défi à McFly et Carlito pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières afin de se protéger du Covid. Les youtubeurs acceptent et obtiennent même la participation du chef de l'État à un concours d'anecdotes avec eux en direct du palais de l'Élysée. 16h peut-être, 17, 18, 19, 20, c'est la chanson des heures. Oh non mais ça... sur la chanson des heures. Une séquence qui ne fait pas grincer des dents, et qui provoque un véritable tollé. Si les deux amis se défendent de toute velléité idéologique, leur vidéo fait forcément le jeu du président, qui en profite pour améliorer son image auprès d'une cible difficile à atteindre. Après, il convient de nuancer les réactions paniques qui s'exprimaient à l'époque. Une vidéo, même sympathique, avec McFly et Carlito ne suffit pas à inverser une courbe de sympathie de l'électorat, ni même à se faire réélire. Les études sur le sujet et l'influence que ça pourrait avoir sur le public sont encore divisées. Même si elles reconnaissent un effet indéniable sur les consciences de ce type d'exercice, cet effet resterait limité. La polémique aura au moins eu le mérite de mettre sur le devant de la scène la question, avec l'influence qu'ils ont sur les jeunes, les influenceurs doivent-ils prendre position pour améliorer notre société? La question se pose d'abord pour la cause écologique qui touche particulièrement la jeunesse. McFly et Carlito s'implique pour On est prêt. L'Ena Situation se fait attraper la veste par ses abonnés pour son empreinte carbone et fait désormais plus attention. Des comptes sur les réseaux sociaux naissent pour alerter le milieu sur la situation. C'est le cas de Paye ton influence. Les mauvaises pratiques qui sont le plus visibilisées sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va être les appels à la consommation, à la surconsommation, souvent de produits ou de marques qui vont être assez impactantes. Donc par exemple les marques de mode du fast fashion ou de fast fashion classique. Ça va être aussi la promotion par exemple des voyages en avion à l'autre bout du monde plusieurs fois par an. Ça va être de manière générale des achats irréfléchis, irraisonnés qui vont juste être des achats qui vont répondre aux micro-tendances, donc aux tendances éphémères qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont souvent des tendances de mode. Et finalement, tous ces imaginaires-là, in fine, ils sont totalement en déconnexion de ce qu'il faudrait faire en termes de sobriété de nos comportements et de nos modes de consommation. Cependant, la lutte contre le réchauffement climatique constitue aujourd'hui une cause faisant presque consensus. Cela pose bien plus problème sur des questions encore plus clivantes. Le jour du premier tour des présidentielles de 2022, Norman sort un podcast sur le sujet. Une vidéo inimaginable quelques années en arrière qui reçoit un très mauvais accueil. Extrêmement dépolitisante et surtout ne respectant pas le silence électoral, il est même contraint par l'Arcom de la supprimer dans la foulée. Macron, il a trouvé le moyen de faire aucune gaffe, c'est de refuser tous les débats avec tous les candidats avant le premier tour. Donc là au moins c'est safe, il n'y a pas de gaffe possible. Non, je te parle pas toi, je t'aime pas. Je suis président, je fais ce que je veux. La plupart des autres influenceurs se contentent d'un appel au vote global, sans pour autant en préciser davantage. Mais tout change à la fin de l'année 2023. Le 7 octobre, Israël est attaqué par le Hamas et attaque aussi lourdement dans les semaines et mois qui suivent la Palestine. Face à cette situation extrêmement grave, de nombreux militants politiques en appellent aux influenceurs pour alerter sur le sujet. Des listes de youtubeurs refusant de prendre position sont dressées pour se désabonner massivement. Les vidéastes sortent alors du silence pour la plupart et apportent leur soutien au mouvement en stories via des posts ou des relais de cagnotte. Et désormais, tout l'engrenage est enclenché. Tout comme pour Emmanuel Macron en 2021, les activistes de tous bords ont compris que les influenceurs pouvaient être un outil particulièrement précieux pour faire passer des idées. Lors des législatives anticipées de 2024 et face à la menace de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, le même engagement est requis. Squeezie publie un long post sur Instagram appelant à voter contre le parti d'extrême droite, entraînant même une réponse de Jordan Bardella lui-même. D'autres, comme Thibaut InShape, refusent de s'exprimer et se retrouvent attaqués pour cela. Les influenceurs sont désormais tenus responsables. Aujourd'hui, j'estime que les influenceurs, ils ont un vrai rôle à jouer dans l'orientation des comportements de consommation, des modes de vie et des normes sociales de leur audience et finalement de la société. Les influenceurs aujourd'hui, ils parlent à des grosses communautés, à des communautés souvent jeunes, principalement les 15 à 25 ans. Donc ça va être des générations qui sont aussi les plus influençables, qui sont aussi les premières générations à devoir vivre durablement avec les effets du réchauffement climatique. Leur force et leur pouvoir, c'est qu'ils sont écoutés par des millions de personnes chaque jour, qu'ils créent une relation particulière
particulière qui s'appelle la relation parasociale avec leurs abonnés, qui leur permet concrètement d'avoir une parole qui est écoutée, qui est valorisée et qui va créer concrètement des comportements de consommation, des modes de vie. Ce pouvoir qu'ils ont sur leur audience, aujourd'hui, on en a besoin dans la transition écologique et dans le fait de faire émerger justement sur les réseaux sociaux des récits qui vont être beaucoup plus pertinents avec la question climatique actuelle. Les créateurs de contenu dépendent en effet de leur audience pour leurs revenus. Ils se servent de leur influence pour générer de l'argent. Beaucoup d'argent en échange de la promesse d'une relation horizontale. Nous serions au même niveau qu'eux, mais les faits et les opinions politiques rattrapent souvent cette illusion. Comment un influenceur avec qui nous pensons être amis peut ne pas soutenir les mêmes combats politiques aussi basiques soient-ils que nous? Ces périodes trahissent la verticalité qui s'applique en réalité. Les créateurs de contenu sont bien au-dessus de leur public et leur imposent un message. Si le public se sent trahi, il paraît normal et même sain qu'il décide de reprendre le pouvoir et le capital symbolique qu'il a accordé au vidéaste par son soutien et son attention. Mais n'est-ce pas également une forme de piège sans fin? Est-ce que Squeezie est condamné à s'engager sur tous les sujets qui concernent une partie de sa communauté? Par exemple, il lui est souvent reproché de ne pas inviter suffisamment de femmes dans ses vidéos alors qu'elles sont déjà invisibilisées sur la plateforme. Un problème qu'il reconnaît lui-même et qui touche la société tout entière avant même de toucher YouTube. La preuve encore une fois avec ce documentaire dans lequel aucune créatrice n'apparaît, même si j'en ai contacté de nombreuses sur des sujets donc qui m'intéressaient, elles ont toutes décliné ou ignoré ma demande. Ce qui est symptomatique puisque dans le top des youtubeurs les plus populaires, il y a très peu de femmes, mais également les femmes sont habituées, comme je l'ai dit plus tôt, à être plus facilement cyberharcelées, plus facilement piégées et donc sont plus réticentes à accorder des interviews, sachant que déjà les créateurs de manière générale sont assez réticents à le faire. Et donc en fait, avec cet engagement, les youtubeurs sont un peu pris à leur propre piège. Leur influence auprès de leurs abonnés leur confère de plus en plus de légitimité et de revenus. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans un espace public de plus en plus clivé et où prendre position entraîne un risque immédiat de se mettre à dos une partie de leur communauté, les influenceurs qui ont construit leur succès sur le consensus, sur le management mood theory, sur la décontraction, la simplicité et le fun, doivent traiter les sujets les plus graves. Peut-être qu'après être arrivé en haut de l'échelle sociale, après avoir battu tous les records d'audience et de production, les youtubeurs finissent par accepter l'idée qu'ils pourraient un jour redescendre. De 2018 à 2024, les youtubeurs deviennent définitivement des stars. L'arrivée du grand public sur la plateforme et la hausse des moyens de production transforment le domaine. Une course au gigantisme et à l'optimisation captologique se met en place et rien ne semble pouvoir l'arrêter, sauf peut-être nos limites humaines. Cette montée en puissance crée petit à petit une distance avec l'audience qui se conjugue avec une mauvaise image chez beaucoup de personnes. Il est même désormais demandé aux youtubeurs d'assumer leur rôle de leader d'opinion en prenant position sur des sujets sensibles que personne n'ose aborder. Car de leur côté, les vidéastes subissent aussi cette pression et ce rythme intense. Certains craquent ou décident de ralentir à l'image des précurseurs du phénomène, McFly et Carlito, qui reviennent à une formule plus simple avec succès. Je ne vais pas jouer les voyantes du dimanche et vous dire à quoi ressemblera YouTube dans 5 ans. Peut-être que les grosses productions seront devenues complètement hégémoniques et incontournables, ou alors elles auront quasiment disparu comme de nombreuses tendances avant elles, ou alors la situation sera plus complexe comme toujours, avec d'un côté les grosses productions et de l'autre la survie de plus petits créateurs, plus amateurs, pour des publics et des objectifs différents. Ce documentaire a probablement été le plus difficile à réaliser des trois, car contrairement au précédent, il devient de plus en plus difficile de distinguer les grandes conclusions des mouvements auxquels nous assistons en temps réel. Le nombre de vidéos, de niches et de dynamiques devient trop important pour être aggloméré et simplement réduit à une analyse absolue et totale. Le nombre de mouvements qui traversent la plateforme sont trop nombreux pour être véritablement analysés comme un ensemble cohérent. Certes, des youtubeurs comme Squeezie, Lena ou Seb réussissent toujours à réunir un public extrêmement large et diversifié. Mais les changements récents de la plateforme créent de plus en plus de bulles pour chaque utilisateur et c'est aussi ce qui fait sa force. Avec cette série de documentaires, je voulais surtout rendre hommage aux créateurs. J'ai commencé YouTube à 11 ans, des étoiles plein les yeux. J'ai évolué, grandi et changé en même temps que les vidéastes et que le site. Et je n'ai pas peur de le dire, on a assisté à une petite révolution médiatique dont l'onde de choc ne commence que seulement à se faire vraiment ressentir. On a alors vu une forme de ruée vers l'or dont on aperçoit à peine les limites. Alors bientôt se posera la question de la limite de l'exploitation de cette ressource que représente l'attention du public. Mais une chose reste sûre, les youtubeurs ont changé notre consommation des médias et même nos modes de vie, pour le meilleur comme pour le pire. Mais finalement, peu importe. Car, comme d'habitude, la finalité n'a que peu d'importance face aux leçons apprises sur le chemin.
J'espère énormément que ce documentaire et que les 2 précédents que vous avez évidemment vus vous aura plu. Ça a été un travail extrêmement long d'1 an et demi pour essayer d'être le plus exhaustif et à la fois de maintenir une analyse assez approfondie, ce qui est très difficile quand on traite des sujets aussi larges. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. Merci énormément aux abonnés qui ont accepté de témoigner. Anne-Béatrice, Clara, Arthur et Princia. Merci également à tous les créateurs qui m'ont fait confiance, que ça soit Fuse, Jimmy, Maxime Click, Mr Fox, Paul, Sylvain, Gaspard, un créatif, enfin bon, vous voyez de qui je parle. Et merci énormément à Amélie de Paye ton influence pour son expertise sur le sujet. Comme d'habitude avec ces vidéos, si vous les partagez sur les réseaux sociaux et que vous me mentionnez, vous aurez accès à un bonus exclusif. Vous aurez des versions longues des interviews que j'ai malheureusement dû beaucoup trop couper. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao.